Voilà, merci à vous en tout cas d'être venus aussi nombreux. Je m'étais dit qu'en cette fin de vacances scolaires, il n'y aurait personne, mais je vois que vous êtes tous là en ce 4 janvier 2019. Un grand merci à tous. Voilà. On est le 5. On est le 5. Je ne vois pas le temps passer. J'avais pensé, moi, préparer, cette conférence, j'avais commencé à la préparer l'année dernière, parce que un matin, comme ça, en me levant, j'entends sur France Culture une jeune journaliste, Mathilde Serrel, dont Télérama dit d'elle qu'elle est un bonbon acidulé. Quelle chance là. Et donc, cette jeune fille expliquait qu'en France, il y avait encore 52% des gens à croire qu'Hitler avait été élu. Mais non, dit-elle. Avait pris le pouvoir par la force, pardon. Mais non, dit-elle, il a été élu. Ben ça, c'est une drôle de façon de revisiter l'histoire. Mais c'est normal parce qu'elle dit elle-même qu'elle a une vision, un français impeccable, underground, de l'actualité, qu'elle transforme de façon à la faire comprendre et de la faire découvrir aux gens. Et donc, je voudrais rappeler à cette jeune fille que l'histoire ne se transforme pas, elle s'explique. C'est normal, la rigueur, c'est pas son truc. Elle n'a pas fini ses études de lettres supérieures, ça se voit. Hein. Donc, quand on l'écoute, je me dis, je vais peut-être pas avoir l'air underground, mais je vais tenter, moi, dans le temps très très court qui m'est imparti, et je ne vous cacherai pas que, sans blague, hein, il m'aurait fallu une journée complète. Hein. Rien que pour ce sujet-là, ça m'a pris beaucoup de temps de vraies recherches historiques, moi, pas underground, mais vraiment bien fouillées. Et du coup, voilà, le temps qui m'est imparti va être très court, puisqu'il est déjà 17h18 et qu'on est censé rendre la salle à 19h. Alors, je voudrais quand même vous dire, d'une part, que dans ce temps très court qui m'est imparti, voilà, merci monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie, faites comme si j'étais pas là sur La voix, ça va mieux? La voix, ça va mieux, mais c'est filmé, hein, s'il vous plaît. Ah ben excusez-moi. Oui, je vous en prie, vous êtes devant. Et donc, dans le temps très court, déjà, qui m'est imparti, il faut quand même que je rappelle que, il n'est pas arrivé au pouvoir parce qu'il avait été élu, et encore moins, comme l'a dit François Bayrou, quand je pense que ce gars-là était ministre de l'Éducation nationale, a dit, avec 90% des voix, dit-il. D'accord? Donc non seulement il n'a pas été, c'est pas par le nombre de voix qu'il a eu aux élections qu'il est arrivé, mais encore moins avec 90% des voix. Et je voudrais rappeler aussi au sieur Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui appelait l'année dernière à voter Macron et qui mettait en garde l'extrême gauche des erreurs qui avaient été commises par l'extrême gauche à l'époque de la montée du nazisme, que le Parti communiste allemand, le KPD, n'est absolument pour rien, et je vais essayer de le démontrer aussi, dans l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte extrêmement réactionnaire auquel nous avons affaire, il est difficile de démontrer clairement, tranquillement, sereinement, historiquement, la réalité de la complicité des élites financières, économiques, dans l'ascension d'Hitler au pouvoir. Hein. Donc là, je ne parle évidemment que de la montée d'Hitler, c'est-à-dire toute la période des années 30 après qu'il soit au pouvoir, je l'ai mise de côté. Moi, ce que je voulais prouver, c'est qu'un dictateur comme lui donc, est arrivé au pouvoir grâce à l'aide différentes et variées des élites financières et industrielles. Et c'est d'autant plus difficile que depuis 1985, il y a un livre d'un historien américain qui s'appelle Henry Turner, c'est German Big Business and the Rise of Hitler, c'est-à-dire le grand capital allemand et la montée d'Hitler au pouvoir. Tous nos historiens apolitiques, entendez par là de droite, ou socialistes, pléonasme, ils se sont engouffrés dans cette veine et depuis, ils n'en démordent plus. Et donc, en janvier de l'année passée, il y a 3 jeunes historiens, dont je cite les noms avec plaisir, Christophe Taricone, Frédéric Salé et Tal Brutman, qui ont écrit une tribune contre notre collègue Johan Chapoutot, parce qu'il avait émis l'idée que je vais donc émettre aujourd'hui, à savoir le soutien
du big business au parti nazi avant 1933. Donc voilà, et forcément, je vous ai dit, il y a tant à dire sur ce sujet que je vais commencer par une citation un peu ancienne de Voltaire qui date de 1732. Quiconque écrit l'histoire, alors lui il disait l'histoire de son temps, moi c'est pas, même si j'ai l'air bien vieille, c'est pas mon temps à moi, mais enfin, doit s'attendre à ce qu'on lui reproche non seulement tout ce qu'il a dit, mais tout ce qu'il n'a pas dit. Et là forcément, moi, forcément il y a des choses dont je ne pourrais pas complètement parler. Et je voulais commencer dans cette introduction par vous rappeler, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez, une pièce célèbre de Bertolt Brecht, écrite en exil en 1941, une âpre satire anti-nazie, et qui s'appelle La résistible ascension d'Arturo Ui. Et on va se poser la question, hein, évidemment, l'ascension d'Hitler au pouvoir était-elle irrésistible ou non? D'ailleurs, on peut se poser cette question pour tous les dictateurs, passés, présents ou futurs. Voilà. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de l'Allemagne avant-guerre. Voilà. Juste, je voudrais quand même dire une chose sur cette Allemagne d'avant la Première Guerre mondiale. Il y avait déjà en Allemagne, c'était très répandu, pas seulement en Allemagne, mais en Allemagne c'était plus organisé, va-t-on dire, toute une idée développée autour de ce qu'on appelle le folk, le peuple. Donc il y avait toute une série d'associations, la plus grande étant la Ligue pan-germaniste, qui pensait effectivement obtenir un nouvel espace vital pour ce peuple allemand. Et cette Ligue pan-germaniste était aussi en même temps, il n'y a pas qu'elle, mais je parle de celle-là parce que c'est la plus connue, parce qu'elle a été mise en œuvre par deux personnages dont je vais vous parler après. Emil Kirdorf, le roi du charbon, et puis Alfred Hugenberg, le roi des médias, de la presse. Et donc, cette Ligue pan-germaniste était aussi extrêmement antisémite. On voit vos fesses devant la caméra, cher monsieur, elles sont magnifiques, mais elles me gênent. Hein, voyez. Merci beaucoup. C'est pas que je me trouve plus belle que vos fesses, mais quand même. À la fin de la Première Guerre mondiale, voilà, cette Allemagne qui se voyait tout à fait victorieuse, d'accord, subit en réalité une défaite absolument humiliante et infamante. Et ça me permet de commencer par ce qui va constituer une des bases fondamentales de la montée de toute l'extrême droite, et en particulier évidemment du parti nazi, la fameuse thèse du coup de poignard dans le dos. D'accord ? Autrement dit, l'Allemagne avait une armée qui était invaincue, et si, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu la guerre, ce n'est pas la faute de l'armée, c'est la faute des ouvriers qui ont, à l'intérieur de l'Allemagne, fait des grèves et des manifs, le coup de poignard dans le dos. Alors cette thèse, elle n'a absolument aucune consistance, aucune réalité historique. Il faut savoir que entre le mois d'août 1918 et la fin du mois d'octobre, je vous rappelle que l'armistice est signé le 11 novembre, hein, donc pendant 3 mois, il y a eu plusieurs tentatives de la part de l'état-major allemand. Alors pour ne pas les citer, Hindenburg et Ludendorff, les deux principaux chefs de l'état-major, qui ont envoyé des messages au Kaiser en lui disant putain, on va perdre là. Là c'est bon, en plus il arrive des troupes toutes fraîches américaines, là on va perdre. Si on ne veut pas capituler de façon infamante, il faut négocier maintenant. Il ne faut pas leur permettre d'entrer en Allemagne. 3 fois de suite, le Kaiser, non, allez-y les gars, mettez le paquet. Bon, total, on arrive donc au mois d'octobre 1918, et c'est Ludendorff qui donne l'ordre à la marine allemande d'attaquer la marine britannique. Le 29 octobre, il est clair que la guerre va se terminer dans les jours qui viennent, et les marins donc vont refuser d'aller attaquer la flotte britannique en disant t'es pas bien, attends, ça va rien changer là maintenant, à part qu'on va se faire descendre, ça va rien changer, on n'y va pas. Ils se font arrêter, ils sont amenés dans le port de Kiel en tant que mutins, et là, effectivement, immédiatement, les autres marins se mettent en grève, les ouvriers de l'arsenal se mettent en grève, et donc là, ça se développe à une vitesse absolument faramineuse. Il va y avoir immédiatement des conseils d'ouvriers, on est dans les premiers jours de novembre, des conseils d'ouvriers et de marins qui vont se mettre en place
un peu sur le modèle bolchevique de l'année d'avant, d'accord? Mais je voulais vous lire une phrase quand même tellement, comment dirais-je, actuelle, qui est tellement vraie encore aujourd'hui, au moment où nous avons encore dans Paris des gilets jaunes qui sont en train de se battre ailleurs dans d'autres rues pas loin d'ici. Je voudrais vous rappeler quelques phrases de Rosa Luxemburg, qui faisait partie de la Ligue Spartakiste, c'est-à-dire l'extrême gauche allemande. Et donc, Rosa Luxemburg, en voyant ces conseils, qui au départ, tous ces conseils de marraines, d'ouvriers, se sont développés au départ en Allemagne sur un mode relativement modéré. Ils n'ont pas dit on veut faire la révolution, on veut chasser le Kaiser, c'était relativement modéré, sinon on veut mettre fin à la guerre, ça suffit, voilà. Et donc Rosa Luxemburg, considérant que l'organisation politique a une fois déclenché un rôle de direction pour l'exécution de telle ou telle action isolée, elle dit il ne s'agit pas de donner des ordres de façon arbitraire, mais il faut s'adapter le plus habilement possible à la situation, en gardant le contact le plus étroit avec le moral des masses. C'est d'une interaction permanente dont il s'agit. Il convient donc, dit-elle, de ne pas sous-estimer les masses. Une tactique socialiste conséquente, résolue, allant de l'avant, provoque dans la masse un sentiment de sécurité, de confiance, de combativité. Une tactique hésitante, faible, fondée sur une sous-estimation des forces du prolétariat, paralyse et désoriente la masse. C'est tellement vrai, encore aujourd'hui. Voilà. Donc je passe sur toute la révolution de 1918 parce que j'ai pas le temps, voilà. Simplement pour vous dire que l'empereur il était carrément prêt à faire tout de suite intervenir les troupes dès les premiers jours de la révolution. Et alors là il s'est fait, on dirait aujourd'hui de façon moderne, squeezé par son cousin qui était aussi son chancelier, qui s'appelait Max von Baden, et sans même s'être concerté avec l'empereur. Crac, le 9 novembre, il déclare il y a mon cousin il abdique. Alors l'autre, je ne vous dis pas la tête au cul. Ben, je n'ai jamais dit que j'abdiquais, moi. Ben, il vaut mieux si tu veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'au tsar en Russie. Voilà. Et à midi, il déclare qu'il laisse son poste de chancelier à celui qui est le dirigeant du Parti social-démocrate, qui s'appelle Friedrich Ebert, qui correspond en gros, on va dire, au Parti socialiste. Ce Parti social-démocrate, il est né au siècle précédent sur des bases marxistes. Ça n'aura pas fait long feu parce que dès avant la guerre, déjà, d'idées révolutionnaires, il est passé à des idées évolutionnaires, autrement dit réformistes, quoi, voilà. Et donc, c'est lui qui va prendre le poste de chancelier à la place de Max von Baden. Et dans les jours qui suivent, écoutez bien les dates, du 10 au 15 novembre, d'accord, il va y avoir 10 000 conseils d'ouvriers, marins, soldats qui vont quadriller le pays. Autrement dit, le gros de l'agitation se passe après, dans les jours qui entourent, on va dire, l'armistice, et pas dans les mois d'avant. Mais pourtant, c'est cette agitation qui va accréditer la fameuse thèse du coup de poignard dans le dos, qui va être véhiculée par les militaires, et en particulier par Ludendorff, qui va se dépêcher, pour pas qu'on l'accuse d'avoir perdu la guerre, de démissionner dès le 29 octobre. Voilà. Et il va dire, si on a perdu la guerre, c'est le coup de poignard dans le dos, c'est dû aux traîtres de l'intérieur, les marxistes et les juifs. Voilà. Donc immédiatement, évidemment, le SPD, le Parti social-démocrate, va annoncer qu'il y a un nouveau gouvernement qui se met en place. Et ça va se faire le 9 novembre à 14h au Reichstag. Un des membres du SPD qui s'appelle Philipp Scheidemann, il va se mettre au balcon et il va annoncer la République parlementaire. 2 heures après, de l'autre côté de la ville, au Palais Royal de Berlin, c'est Karl Liebknecht de la Ligue spartakiste qui lui déclare la République socialiste libre. Alors là, Ebert, avec tout le SPD, ils se disent aïe aïe aïe, ça ressemble de plus en plus à ce qui s'est passé l'an dernier en octobre, novembre en Russie. Donc si on laisse faire, on va transformer l'Allemagne en un État bolchevique et en l'occurrence, le SPD décide à ce moment-là de faire alliance avec les vieilles élites traditionnelles
du pays. Le 10 novembre, pour rassurer tout le monde, dès le lendemain de la proclamation de la République, dès le lendemain, ils annoncent qu'ils ont créé donc un nouveau gouvernement. Ils ne vont pas appeler ça des ministres parce que ça fait trop bourge. Ils vont appeler ça des commissaires du peuple. Ça fait plus révolutionnaire. Donc il va y en avoir qui font partie du SPD, donc le Parti social-démocrate. Et il va y en avoir 3 autres qui sont plus à gauche, qui font partie de ce qu'on appelle l'USPD, donc c'est-à-dire la partie plus à gauche du Parti social-démocrate. C'est donc Friedrich Ebert qui dirige, et il va immédiatement donner l'assurance au gouvernement vainqueur qu'aucun bouleversement révolutionnaire n'agitera l'Allemagne. Entre-temps, en ville, donc à Berlin, un comité exécutif révolutionnaire se met en place, et c'est un peu sur le modèle de ce qu'on connaît pour la révolution russe, avec des ouvriers, des soldats, etc., destinés à coiffer les forces révolutionnaires. Voilà. Donc ce gouvernement Ebert, d'une part, va prendre des mesures très rapides pour pas qu'il lui arrive la même chose qu'au Mencheviks, en Russie, l'année d'avant. Donc il va immédiatement prendre des mesures populaires, il va abolir l'état de siège, il va permettre la liberté d'association, de réunion, l'amnistie des délits politiques et le suffrage universel avec les femmes. Oh, mais remarquez, je plaisante, mais ils sont en avance quand même sur la France, qui ne leur a donné qu'à la fin de 1944. Mais enfin bon. En attendant, je voudrais quand même vous lire une petite phrase d'une autre spartakiste du cinéma, Clara Zetkin, qui dit, et ça aussi, c'est tellement vrai encore aujourd'hui, les pays dans lesquels existe le suffrage dit universel, libre, direct, nous montrent qu'en réalité, il ne vaut pas grand-chose. Il n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision. L'émancipation de la femme, comme celle de tout le genre humain, ne deviendra réalité que le jour où le travail s'émancipera du capital. Ça, c'est une des grandes choses qui vient d'être effectivement bien saisie partout. Voilà, le 11 novembre, donc, l'armistice est signé non pas par l'état-major, qui s'est calfeutré, mais par des civils du SPD, donc du Parti social-démocrate, qui, alors ça met fin effectivement à 4 années d'horreur, mais qui à la fois tentent de se faire passer voilà, pour un partenaire politique auprès des partis de droite, mais qui couvre ainsi aussi la lâcheté, les mensonges de l'état-major. Voilà. Et immédiatement, cette nouvelle République se dit, il faut mettre fin à la révolution. Alors, je vais d'abord commencer par les mesures les plus sociales, va-t-on dire, puis après je vais parler des mesures répressives. Les mesures sociales, c'est il faut rassurer les ouvriers en grève. Donc, dès le 15 novembre, il va y avoir des accords pris entre le chef des patrons et le chef des syndicalistes. Le chef des patrons, il s'appelle Hugo Stinnes, donc ça c'est un des grands personnages, des grands patrons du charbonnage et du commerce. Et le représentant de du plus gros syndicat ouvrier s'appelle Karl Liegen. Pour vous dire combien il a un esprit révolutionnaire, cet homme-là. Il a déclaré que seuls les patrons ont les compétences nécessaires pour faire marcher l'économie. Nous, on est trop couillons. Voilà. Donc, ces accords entre les patrons et les ouvriers qui sont donc signés donc, ce 15 novembre, c'est toute une série d'avancées qui ressemblent beaucoup à ce qui sera signé plus tard chez nous au moment du Front populaire. Des journées de 8 heures, des conventions collectives, mais uniquement en accord évidemment avec les conditions de l'industrie concernée, la reconnaissance des syndicats, voilà. Donc ça voilà. Alors en contrepartie, ça sera comme chez nous au moment du Front populaire. On vous donne d'une main, mais attention, de l'autre, on vous dit, il ne faut pas songer à nationaliser les entreprises. La propriété privée, ça reste la propriété privée. Alors, d'un côté, donc, on a des lois comme ça qui vont effectivement calmer relativement la population ouvrière. Mais d'un autre côté, comme il y a quand même encore pas mal de grèves et de manifestations partout en Allemagne, il faut réprimer. La nuit du 10 novembre, il va donc y avoir un accord secret entre l'armée et le gouvernement visant à une répression immédiate. Et ça va sceller le sort de la révolution dans le sang. Les commissaires du peuple les plus à gauche, lorsqu'on va commencer à dire, bon voilà, on va prendre des mesures de répression immédiate, on scelle un accord avec l'armée pour réprimer, les membres de l'USPD vont dire, non, nous on démissionne. Donc ceux-là vont démissionner. Ils vont être remplacés par d'autres membres du SPD.
et en particulier le nouveau ministre de la Défense qui s'appelle Gustav Noska. Je vais en reparler. Alors, d'un côté, on a les membres de l'USPD qui ont démissionné. Parmi les membres les plus à gauche, ceux de la Ligue spartakiste, vont fonder le 30 décembre 1918 le KPD, le Parti communiste allemand, d'accord. Et ce fameux Gustav Noska, qui est un SPD, c'est-à-dire qui fait partie du Parti social-démocrate, va déclarer « Bon, très bien, il faut que quelqu'un fasse le chien sanguinaire, eh bien je vais prendre mes responsabilités. » Alors ça me rappelle quelqu'un, je vais prendre mes responsabilités. Bon, la répression est impitoyable. Des centaines de communistes et même des socialistes sont alors massacrés par les corps francs. Alors, les manifestations vont avoir lieu en particulier la première, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais la première semaine du mois de janvier 1919, c'est-à-dire maintenant. En une semaine, une seule semaine, il va y avoir 1500 morts entre le 5 et le 12 janvier, c'est ce qu'on va appeler la semaine sanglante. Et Nosk va alors donner l'ordre de mettre hors d'état de nuire les dirigeants du tout jeune parti communiste, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais ils sont arrêtés et assassinés. Vous savez, l'emploi des mots, c'est très déterminant de ce qui a existé ou pas. Assassiner, c'est pas exécuter. Assassiner, c'est assassiner. C'est-à-dire qu'on va les sortir de l'endroit où ils se trouvent pour être soi-disant mis en prison. Elle va être matraquée de coups de crosse, Rosa, et puis on va lui tirer le ballon dans la tête et son corps jeté dans un canal. Donc ça, c'est un assassinat, d'accord? C'est pas une exécution, voilà. Et la veille de son exécution, elle écrivait « L'ordre règne à Berlin. Mes sbires stupides, votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain, la révolution se dressera de nouveau avec fracas, proclamant à son de trompe pour votre plus grand effroi, j'étais, je suis et je serai. » Voilà. Il ne faut pas oublier que 10 ans après, c'est la grande crise économique de 1929 et que personne alors n'aura oublié que 10 ans avant, les socialistes ont fait tirer sur les communistes. Il y a un fossé qui vient de se créer entre eux, définitif. C'est un peu comme si en 1968, Mitterrand avait fait tirer sur les ouvriers de Renault en grève. Vous imaginez vraiment qu'en 1981, ils auraient signé le programme commun? Déjà, c'était pas... Enfin, bon, bref, en tout cas, bon, ils l'ont signé, voilà. Et donc, forcément, ce fossé qui vient de se creuser va faire que pour les communistes, les socialistes sont des social-traîtres, des bourreaux, et pour les autres, le spartakisme, mais c'est le spectre de l'anarchie. Voilà. Le 19 janvier, donc, au suffrage universel, le suffrage a lieu et la nouvelle assemblée est élue. Elle se réunit à Weimar parce qu'à Berlin ça chauffe trop et elle va rassembler des partis dits républicains, c'est ce qu'on appelle la coalition de Weimar, avec le SPD, le Zentrum catholique, le Parti démocrate allemand qui correspond chez nous au parti radical, voilà. Et une historienne qui s'appelle Rita Thalmann dit en définitive, il ne pouvait y avoir de démocratie en Allemagne sans une réforme profonde des structures de la société. Mais le SPD ne va entreprendre aucune réforme de la société. En revanche, par cette répression sanguinaire, ils viennent de se positionner comme un partenaire des partis traditionnels. Ces partis bourgeois là, qui défendaient les intérêts des élites traditionnelles allemandes, comme le Deutsche Volkspartei, DVP, et le Deutsche National Volkspartei, donc le parti auquel appartient, je vous en ai parlé tout à l'heure, Alfred Hugenberg, hein, celui qui dirige les médias, sont en réalité les perdants de cette première élection. Vous ne cassez pas, ils vont vite récupérer des voix. Néanmoins, ces élites-là voient d'un très mauvais œil ces nouveautés sociales dont je viens de parler là, avec les accords Liegensteins, et elles détestent ce nouveau régime républicain. Il y en a tout un tas d'entre eux qui rêvaient de rétablir la monarchie, etc. Et donc c'est sans hésiter qu'elles vont faire appel au corps franc pour écraser la Révolution et la République socialiste de Bavière qui viennent de se mettre en place. Alors justement, qui sont ces corps francs?
qui ont participé très activement. Et c'est important que j'en parle parce que c'est chez eux qu'on va trouver beaucoup de membres du futur parti nazi et surtout des futurs SA. Et ils ont participé activement à l'écrasement de la Révolution. Alors, juste un mot sur le traité de Versailles, qui a lieu donc en juin 1919, qui immédiatement en Allemagne va être conspué, appelé le diktat de Versailles, et qui va obliger l'Allemagne à limiter son armée à 100 000 hommes, et armement réduit, d'accord. Et c'est un général qui s'appelle von Seeckt qui va être chargé de reconstituer cette nouvelle petite armée allemande. Alors officiellement, 100 000 hommes. Mais c'est sans compter, bien sûr, sur tout un tas de groupes comme ça, paramilitaires, qui vont pulluler en Allemagne en ce début des années 20. Et ces corps francs, ce sont des milices volontaires, hein. Et la plupart, enfin un bon nombre des membres sont issus de tous ces petits groupuscules qu'on appelle völkisch, donc avec nationalistes en quelque sorte, antisémites, anticommunistes, certains sont même anticapitalistes, c'est un vrai méli-mélo là-dedans. Et l'historien Pierre Milza dit qu'il recrute à la fois chez des officiers, des sous-off, qui envisagent maintenant un retour difficile à la vie civile. Ils ne peuvent plus grimper dans les échelons de l'armée terminée, puisque l'armée est réduite à 100 000 hommes. Donc, effectivement, voilà, il faut bien trouver autre chose. Il va y avoir, parmi eux d'ailleurs, un général d'extrême droite qui s'appelle Franz von Epp. C'est un brave type, celui-là. Déjà, au début du XXe siècle, il était dans les colonies allemandes d'Afrique du Sud-Ouest, en Namibie, et il avait pris part au massacre des tribus Herero et Namas, là-bas sur place, un brave gars. Il avait fait ça avec un copain à lui, Papa Göring. Bon sang ne saurait mentir, hein, tout de même. Et donc ce von Epp va créer un corps franc qu'on appelle le Freikorps Epp, et il va avoir comme aide de camp un autre brave gars, le capitaine Ernst Röhm, dont tout le monde a entendu parler, parce qu'il deviendra le futur chef de l'ASA, qui va profiter d'ailleurs de son poste d'aide de camp pour faire un traficotage d'armes qu'il va fourguer comme ça à d'autres groupes paramilitaires et s'en mettre au passage plein les poches. Voilà. On trouve aussi des aventuriers, dit Pierre Milza, des laissés pour compte de la société bourgeoise, des déclassés, des marginaux, des chômeurs et d'authentiques patriotes qui croient sincèrement que pour remettre l'Allemagne à flot, il faut écraser tout cet esprit révolutionnaire. Voilà. Parmi toutes ces organisations d'extrême droite là, il y en a une dont je voudrais parler parce que je vais en reparler à plusieurs reprises au cours de mon exposé. Ce sont les casques d'acier, les Stahlhelm. C'en est une parmi tant d'autres, mais les gars, il y a 500 000 hommes qui font partie des casques d'acier. J'insiste beaucoup là-dessus, j'en reparlerai, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. 500 000 hommes qui ont des drapeaux, des uniformes, des entraînements au combat, etc. Mais aussi qu'ils ont trouvé tout l'argent pour s'équiper, pour trouver des armes, etc. Bon, aujourd'hui, quand même, je dirais que la plupart de nos historiens s'accordent à dire qu'à cette époque-là, effectivement, les Freikorps, donc les corps francs, reçoivent une grande part de leurs fonds d'industriels, de propriétaires terriens, etc. Mais comme la plupart de ces groupes étaient illégaux, il n'y a pas d'archives. Donc on n'a pas tous les comptes comme ça, voilà, etc., etc. Mais bon, ça paraît être une évidence à la fin de cette Première Guerre mondiale. Et bien qu'on n'ait pas d'archives sur eux, on sait une chose, vous savez qu'à la fin de la guerre, il y a eu une commission alliée de contrôle qui est venue voir si vraiment, on ne rigolait pas avec l'histoire des armes, que l'Allemagne, elle avait bien que 100 000 hommes, qu'elle respectait le nombre d'armes à faire, etc., etc. Donc c'est un général britannique, Morgan, qui dirigeait la commission de contrôle qui dit, vous y croyez, l'Allemagne tentait de fonder sous notre nez une armée camouflée. Et le budget de la guerre était, par biais détourné, 4 fois plus élevé que ce qu'il aurait dû être. Et un rapport de cette commission, écoutez bien, cite les usines Krupp, d'accord, comme étant en infraction. Elle n'essayait même pas de cacher le fait qu'elle fabriquait plus de munitions et d'armes qu'il n'était autorisé. Et le rapport dit, la maison Krupp s'est opposée avec insistance à notre entrée dans les lieux et ne s'est pas conformée aux demandes de la commission.
Voilà, il est clair, hein, le gars. Donc, on continue à faire des armes et de façon relativement officielle. On arrive au début des années 20, en mars 1920, il y a un putsch. Parce qu'on attend encore que de nouveau, il y ait qu'on revienne à l'ancienne Allemagne qui existait, etc. Et c'est un fonctionnaire prussien, qui est aussi journaliste, qui s'appelle Wolfgang Kapp, qui va entreprendre ce putsch. Juste une parenthèse, tant pis, je sais que je fais des digressions, hein, mais juste un petit mot sur Wolfgang Kapp. Son papa, lui, par contre, il doit se retourner dans sa tombe. C'était un admirateur de Marx et d'Engels. Au moment de la révolution de 1848 en Allemagne, il est obligé de fuir parce que sinon il était arrêté, il est parti en Amérique. Et là, il s'est battu contre le colonialisme, contre l'esclavage, etc. Puis ils ont fini par rentrer en Allemagne. Ben, si je savais ce qu'est devenu son fils, peu cher. Enfin bon, voilà. Donc, le Wolfgang Kapp est aidé dans sa tentative de coup d'État par un commandant de l'armée allemande, la Reichswehr, qui s'appelle Walter von Lüttwitz. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de l'armée qui est là derrière eux pour ce coup d'État. Et quand on va dire, mon Dieu, vite, il faut que l'armée défende la République. Non. La Reichswehr ne tire pas sur la Reichswehr. Ah ça, ils n'ont pas tiré sur... Comment est-ce que ce putsch a pu échouer? Et c'est grâce à une grande grève organisée par les communistes et des socialistes, effectivement, en mars 1920, qui a bloqué le pays pendant 4 jours. Et du coup, évidemment, pas moyen de se déplacer, plus de trucs, etc. Et donc, je passe sur les détails, hein, Kapp a été obligé de s'enfuir très rapidement d'Allemagne. Mais il faut savoir que les ouvriers, pendant ce temps-là, avaient organisé une contre-armée, la Rote Ruhr armée, pour contre-attaquer Kapp. Du coup, quand Kapp il a fini, alors là, on a dit à la Reichswehr, attention, hein, pour recommencer la révolution, il faut tirer dessus. Hein. Cette fois-ci, la Reichswehr n'a pas hésité. Il y a eu des centaines de morts en 1920. En tout cas, une chose a été sûre à ce moment-là, c'est que c'était pas très très facile quand même de prendre le pouvoir comme ça dans cette nouvelle Allemagne. Et c'est dans ce fatras, ce début des années 20, avec l'échec du putsch Kapp, une Bavière, donc c'est un des États allemands qui est devenu un véritable asile pour tous ces réactionnaires qui sont venus là, un repère pour les groupes nationalistes d'extrême droite, qu'Hitler va faire ses premières armes en politique. Alors je ne veux pas vous raconter le truc d'Hitler, il y a des tas de biographies qui ont été écrites là-dessus, je n'ai vraiment pas le temps, mais s'il a mieux réussi que d'autres agitateurs de l'époque, c'est parce que lui, il a eu derrière lui le soutien tout d'abord, très actif, des militaires. Ludendorff, le fameux Franz von Epp, dont j'ai parlé tout à l'heure, son ordonnance Ernst Röhm, un commandant des renseignements qui s'appelait Karl Mayer et qui va l'embaucher comme recrue parce qu'il a besoin d'agents sûrs et qui va l'envoyer comme instructeur politique dans les casernes. Et puis c'est en septembre 1919 que Mayer va lui demander de surveiller et voire même de prendre le contrôle d'un petit groupe ultranationaliste qui s'appelle le DAP, donc le Parti ouvrier allemand. Dès février 1920, Hitler le transforme en Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, et qu'il en prend la tête. Dès 1920, donc on est à Munich, dès 1920, dans les brasseries, ils avaient plus de place que nous ici aujourd'hui. Et en plus, ils veulent mettre payant, tu crois, toi? Et donc, ils vont avoir des salles où il rentre carrément 1000 personnes pour venir l'écouter. Alors le gars, il s'hystérise, voilà, comme il sait le faire, vous l'avez déjà vu dans ses discours, et il va effectivement enthousiasmer les foules. Mais comment ça se fait qu'il y ait tant de gens qui n'ont jamais entendu parler de lui, qui tout d'un coup arrivent pour l'écouter? Mais c'est parce qu'il y a toute une propagande qui va être menée partout, une campagne publicitaire orchestrée, à la fois par les gars de l'armée et par tout un tas de gens, effectivement, dont je vais reparler après, autour de lui. Voilà. C'est grâce à ses contacts avec ces officiers, dont je viens de parler, qu'il va pouvoir précisément intégrer, dès cette époque-là, des salons bourgeois. Alors en public, il hurle, il est hystérique, etc., il est brutal dans ses propos, etc.
Par contre, là, quand il va aller dans ces salons bourgeois, alors il va savoir se faire plus subtil, etc., pour séduire. Et progressivement, il va intégrer les cercles munichois, se forger des amitiés durables avec des personnalités, soit issues des milieux de l'édition, comme Lehmann, un type qui faisait la publication de littérature raciste, qui va devenir un des premiers mécènes d'ailleurs du NSDAP et auquel il va adhérer après. Un gars qui faisait un homme de théâtre raté, qui s'appelait Dietrich Eckart. Par contre, il était plein de sous parce que ses parents lui avaient légué la fortune. Donc il a pu la dilapider tranquillement, effectivement, en faisant des soirées, des organisations, en éditant un hebdomadaire qui s'appelait En bon allemand, là ça me situe. Il avait fait ça avec 2 potes à lui, dont Alfred Rosenberg, dont vous avez probablement entendu parler, qui deviendra une des éminences grises du parti. Et Eckart va devenir le premier éditeur, donc il va aligner ses sous, parce qu'il deviendra l'organe du parti nazi, le Völkischer Beobachter, donc l'observateur populaire. Il va rencontrer là un type qui fait presque 2 mètres, qui s'appelle Ernst Stengel, qui est un riche commerçant d'art, qui est américano-allemand, etc. Et dès 1923, ce mec-là, il va lui donner 1500 dollars, ce qui représente une somme, surtout en 1923 où c'est la crise économique, ce qui représente une somme absolument faramineuse, une véritable fortune, et il va s'acheter 2 grosses rotatives pour son journal. Il va rencontrer, pour ceux qui font du piano parmi vous, il va rencontrer un célèbre fabricant de piano, Bechstein, qui va lui offrir un beau costume et des belles chaussures vernies, soit pour aller dans les brasseries avec les ploucs, bien sûr, c'est pour aller dans les salons bourgeois. Il va rencontrer un autre type qui s'appelle Houston Stewart Chamberlain. Pas le ministre britannique, non, c'est le gendre de Richard Wagner. Et il a écrit des tas de trucs, cet homme-là, parce qu'il était persuadé que la race aryenne était l'ancêtre de toutes les classes dirigeantes d'Europe et d'Asie, qu'elle n'avait jamais cessé d'exister depuis l'Antiquité, et que le noyau le plus pur, la race des seigneurs, elle se trouvait en Allemagne parmi les élites dirigeantes. Il en fréquente du beau monde quand même, hein, voilà. Et donc il va fréquenter un autre aussi qui est aussi plein de pognon et qui s'appelle Hermann Göring, qui a des, je vous ai dit Papa Göring, haut officier prussien de l'armée, etc. Bon voilà, alors c'est clair qu'à part un ou deux, comme ça, on n'a pas de soutien massif encore financier de ces gens-là, mais sans eux, pas de NSDAP, hein. C'est clair, il aurait manqué à la fois la possibilité de faire de la propagande, à la fois la possibilité financière d'obtenir des salles, etc. Voilà. Donc en 1922, au parti nazi, il n'y a encore que 6000 membres. Ce n'est pas non plus des foules faramineuses, hein. Mais le recrutement va s'accélérer rapidement parce que chaque membre va devoir tous les trimestres ramener 3 personnes qui adhèrent. Et, regardez bien, chaque personne doit s'abonner au journal Le Völkischer Beobachter, que moi tout à l'heure je les ai distribués gratuitement, on ne sait pas faire d'affaires chez nous. Bon, voilà. Donc la plupart de ces jeunes qui sont au parti nazi, oui effectivement ce sont des hommes jeunes, 1/3 seulement sont des artisans et des ouvriers qualifiés, ça faut bien se le mettre dans le chapeau, les autres ce sont des classes moyennes. C'est-à-dire des fonctionnaires, des employés, des professions libérales, des soldats qui n'auront pas retrouvé de travail après la guerre, voilà. Tout ce beau monde a en commun d'être à un moment ou à un autre passé par une association völkisch, pas germaniste, voire par les fameux corps francs. Et qu'on ne nous dise pas aujourd'hui, comme on peut le lire dans bon nombre d'historiens bien nommés, va-t-on dire, que les patrons ignoraient son antisémitisme. En août 1920, à Munich, il fait un grand discours, Hitler, une grande conférence, beaucoup plus nombreux que vous, il y avait 2000 personnes ce jour-là, et la conférence s'appelle « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Qu'on ne vienne pas me dire que c'est quand même pas revenu à l'oreille quand même des patrons à l'époque. De toute façon, il suffit de lire son programme.
le programme qui date de février 1920, l'article 4, c'est pas bien loin dans le programme, l'article 4 dit clairement « Aucun juif ne peut être citoyen allemand ». Et l'article 24, qui est clairement non seulement antisémite, mais anti-marxiste, puisqu'il les met dans le même paquet, le parti combat l'esprit judéo-matérialiste à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, il est très clair, voilà. Alors, oui, tout un tas d'historiens, dont le fameux Turner dont je parlais tout à l'heure, et dont je vais pas mal reparler, dit oui, mais enfin, il y a quand même pas mal d'articles dans ce programme-là qui sont des articles socialistes. Mais Hitler n'est pas un sombre crétin, hein, loin de là, et tant s'en faut. Il sait parfaitement utiliser. On est dans un monde, après cette guerre, vous l'avez vu, où les masses de modérés risquent d'aller véritablement vers un esprit totalement révolutionnaire. Donc il faut les happer. Et effectivement, utiliser la démagogie. Il y a plein de discours d'Hitler qui disent qu'il faut savoir causer aux masses pour pouvoir les récupérer parce qu'elles sont bêtes et ne comprennent rien. Hein. Je n'ai pas le temps de vous donner ce type de discours, mais enfin, vous le trouvez sur tous les livres. Et donc, il faut attirer les ouvriers. Et en réalité, le fondement de la base de son combat, c'est la lutte contre le communisme et contre la démocratie. Ça, c'est dans tous ces discours, que ce soit dans les discours qu'il va faire devant les foules munichoises, ou plus encore, évidemment, devant les patrons. En novembre 1921, il va décerner à ceux qui se sont battus contre les vilains marxistes au moment de la Révolution, il va leur décerner le titre honorifique des combattants de la Première Guerre mondiale, les sections d'assaut, les Sturmabteilungen, les SA. Mais puisqu'on parle des SA, dont maître Henry H.P. Turner, l'écrivain américain, dit qu'ils furent ces milliers de ruisseaux qui permirent au parti d'engranger de substantiels bénéfices, je voudrais rappeler quelques petites choses. D'abord, qui s'est engagé dans les SA? C'est clair, des bagarreurs, des jeunes loups avides de gloire, etc. Des membres des corps francs, bien entendu, des anciens combattants qui sont aussi bien souvent d'ailleurs des corps francs, leurs officiers comme Ernst Röhm, tous sont issus des milieux d'extrême droite et férocement anticommunistes. Alors, je voudrais vous lire une phrase. Je vous ai dit tout à l'heure que nos trois jeunes historiens, là, ont écrit une tribune contre Johann Chapoutot. Et ils écrivent « Durant les années 20, ils sont des centaines de milliers, retenez le chiffre, donc de SA, constituant l'épine dorsale du parti et de sa principale force. Mais c'est absolument faux, c'est un mensonge éhonté. En 1930, il y a 100 000 SA. En 30 ans, pas les années 20, en 30 ans. En 32, ils seront 400 000 et ils ne seront 2 900 000, donc pratiquement 3 millions, qu'à la fin de l'année 33. Donc quand ils parlent des centaines de milliers dans les années 20, etc., mais c'est un grand mensonge. Alors, dites-moi, jeunes historiens, si vous me regardez là, il faut être un petit peu plus sérieux pour mériter son titre d'agrégé quand même, hein, dans ses recherches. Donc, ces gens-là sont pour la plupart fauchés au départ, bien sûr, on est tout juste après la guerre. Alors, se payer, comme l'explique Turner, son costume, son armement, ses chemises brunes, ses casquettes, les brassards à croix gammées, les coups de poing américains, les dagues, les kits de premier secours, les autres accessoires officiellement certifiés, sans parler des cigarettes Sturm, dès le début des années 20, non mais ça relève complètement d'un grand n'importe quoi. Je vais commencer juste par les vêtements, juste précisément, puisque Turner disait que c'est grâce à ça qu'ils ont investi. Mais tu parles. En 1924, je vous rappelle, je vous avais dit tout à l'heure que l'Allemagne, avant la guerre, avait des colonies. Et en 1924, c'est un ancien corps franc, donc qui s'appelle Gerhard Rosbach, qui va aller en Autriche. Il va trouver là, puisqu'après la guerre, il n'y a plus de colonies, donc on les a raflés à l'Allemagne. Il va trouver là tout un stock de chemises couleur sable qui sont celles de l'armée coloniale. Il va te les acheter pour 3 francs 6 sous et on va couvrir avec ça les SA. Si on regarde les photos des tout premiers SA 1920-1924, enfin 1923 on va dire, si on regarde les toutes premières photos,
Non, les mecs, ils ont le petit chapeau avec la petite plumette, tyrolienne, là. Ils ont leur guêtre à l'ancienne. Enfin bon, ils ne sont pas habillés comme on les voit, la fameuse couleur brune. Il faudra attendre que, après la sortie d'Hitler de prison, donc après son putsch et sa sortie, pour qu'on commence à les saper avec tout ça. Mais je répète, rien que les chemises, il les a payées en grand nombre, 3 francs 6 sous, d'accord. Les cigarettes, hein, ça c'est un truc qui m'a beaucoup amusé. Ah oui, juste un détail sur les fringues. Les SA et les SS, qui sont créés en 1925, n'auront chacune leur costume brun pour la SA, noir pour les SS, qu'en 1930, où tout le monde sera sapé de neuf. Pas avant, hein. Donc avant, c'est un peu moitié l'un, moitié l'autre, enfin tout ce qu'on trouve. Voilà. Les cigarettes, à présent, qui soi-disant ont permis de faire rentrer l'argent nécessaire au parti durant toutes ces années. En aucun cas, ça n'a pu être avant 1930. Et pour une bonne raison. La société Zigarettensturm, la firma Zigarettensturm, n'a été créée qu'en 1929. On arrive à la crise économique. Il y a tout un tas de sociétés de cigarettes qui sont en train de plomber. Certaines en plus sont du personnel juif à l'intérieur et sont attaquées par les SA. Mais parmi ces fabricants de cigarettes, il y a un gars qui s'appelle Arthur Dressler, qui est un copain des SA. Il y a plein de potes chez les SA. Et donc ce gars-là va dire, je vais créer une société de cigarettes avec toute la publicité pour les SA, alors avec les SA en costume, avec des avions, ça va donner l'envie de s'engager, etc. Et toutes les clopes qui seront vendues, je redistribue effectivement des royalties. Alors il va leur donner des noms, les cigarettes Sturm, les cigarettes Neufront, etc. Juste un détail, hein. Une société, ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain, il faut des fonds. Alors 30 000 Reichsmark vont être donnés en 1930 par le parti nazi et d'autres, bien plus importantes sommes encore, par des sympathisants. Voilà. Jusqu'en 1930, donc rien. 1934, c'est la nuit des longs couteaux. Terminé les ça. Et donc la firme, pour tout un tas d'autres raisons aussi, mais en fait, la firme fait faillite en 1935. C'est donc une autre firme concurrente qui s'appelle la Zensma qui va reprendre le flambeau pendant les années 30. Alors oui, effectivement, à partir de 1930 et pas avant, les cigarettes ont fait effectivement, grâce aux royalties phénoménales, rentrer de l'argent dans les caisses du parti. Mais pas avant, d'accord. Donc voilà, en attendant, une question reste en suspens. Les clopes, les fringues, ok, d'accord, etc. Et qui a payé toutes les Mercedes avec lesquelles les chefs nazis se promenaient partout en Allemagne? Qui a payé les avions avec lesquels Hitler se déplaçait d'une partie à l'autre de l'Allemagne? Qui a payé tous les secteurs motorisés, là, comment ça s'appelle, les sidecars qu'ils avaient, les automitrailleuses, les pelotons de cavalerie, etc. Qui a payé tout ça? Alors, il est clair qu'au vu de tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure avec les copains qu'ils avaient dans l'armée, c'est évident qu'on avait encore possibilité d'avoir pas mal de véhicules et d'armes venant de l'armée. Mais on ne peut pas négliger comme ça, d'un revers de plume, ou plutôt de clavier, toutes les contributions qui ont été de plus en plus substantielles au fur et à mesure que le parti s'est organisé et s'est structuré. La crise de 29, dont je n'ai pas le temps de parler, mais enfin je ne sais pas si vous avez lu L'Obélisque noir d'Éric Maria Remarque, magnifique description de cette crise de 29, va permettre effectivement au parti de se lancer comme ça, de façon à son tour délirante. Je n'ai pas le temps de raconter la crise ni rien, mais va permettre au parti de se lancer dans une tentative de putsch. Hitler va tenter à son tour un putsch. Il rêve d'abattre cette République. Il va aller faire un petit tour en Suisse, juste un petit détail, pour aller chercher des sous. Il va récupérer là-bas l'équivalent de 500 000 € actuels, quoi. D'accord, par des militaires et des industriels suisses. Il y a un autre pote à lui qui, reste un des personnages célèbres liés au parti nazi, Fritz Thyssen, le roi de l'acier, et donc il va lui aligner, pas lui directement, mais à son copain Ludendorff, 100 000 marks or pour sa tentative de coup d'État. J'ai pas le temps d'en parler, sa tentative échoue. Il est arrêté avec ses copains, Ludendorff est acquitté. Il va profiter du procès, mais ça devient une véritable tribune pour lui.
se met là, il harangue comme ça pendant 4 heures, il interroge je sais quoi, inculpé, et on le laisse parler. Ce gars-là, normalement, non seulement on n'aurait pas dû le relâcher, mais je vous rappelle qu'il est autrichien. Il vient de tenter un coup d'État en Allemagne. Donc jamais il n'aurait dû sortir de prison, quoi, voilà. Donc il est condamné à peine à quelques petits mois de prison de rien du tout. On le met dans la forteresse de Landsberg, où alors là, le gars, c'est bombance, table, machin, fleurette sur la table, il reçoit ses copains, il a son secrétaire, il écrit un bouquin, etc. Mein Kampf, dont Maître Turner dit que ça l'a énormément enrichi. Pas avant le début des années 30. Et pour cause, parce que dès le départ, il ne va pas en vendre BZF, il va en vendre 10 000 exemplaires en 1925, et les 3 ans d'après, les ventes diminuent. Et elles ne commenceront réellement qu'après 1932 exactement, puisqu'il va en vendre pratiquement 900 000 en 1933, quoi, voilà. Mais pas avant. Donc, quand on voit tous ces historiens apolitiques, qui cherchent à tout craindre aujourd'hui à faire passer les capitalistes pour des candides qui n'auraient pas compris les objectifs violents, brutaux des nazis. Ben écoutez, ils ont qu'à lire Mein Kampf. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant eux. Il y a marqué qu'il faut détruire le régime parlementaire, qu'il faut éliminer le marxisme, qu'il faut supprimer les juifs, qu'il faut réviser le traité de Versailles, qu'il faut conquérir l'espace vital à l'Est, et qu'il faut faire donc évidemment une guerre contre la Pologne et l'URSS, et éventuellement la France par la même occasion. Voilà. Donc, ceux qui l'ont aidé dans ces années 20 et plus tard dans les années 30 ne peuvent en aucun cas ignorer ses objectifs. Voilà. Il sort de prison à la fin de l'année 1924. Le NSDAP est interdit, et il sera interdit jusqu'en 1925. Donc, en plus, écoutez bien, il n'a plus le droit de prendre la parole en public jusqu'en 1927. J'insiste là-dessus, parce que Maître Turner, sur son arbre perché, nous explique encore une fois que les entrées dans les discours publics d'Hitler étaient payants et que ça lui a permis très rapidement d'exploser. Mais puisqu'il était interdit, c'est sûrement pas jusqu'en 1927 qu'il a pu gagner de l'argent grâce aux entrées. Donc vous voyez que petit à petit, pouf, tous les trucs de Turner tombent à l'eau. D'ailleurs, pendant son temps de détention, il va rapidement comprendre que le coup d'État, les putsch, les machins comme ça, c'est pas bon, et qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Et celui qui l'expliquera le mieux, c'est son copain Goebbels, qui va fonder un journal qui s'appelle L'Attaque, l'Angriff, et qui écrit, écoutez bien parce que ça je trouve ça magnifique, nous allons au Reichstag pour utiliser à notre profit les armes de la démocratie. Nous devenons députés pour paralyser l'esprit de Weimar avec sa propre collaboration. Nous y venons en ennemis, comme le loup fait irruption dans la bergerie. Oh, il est clair, hein, le gars, hein? Si aujourd'hui on ne comprend pas ce que d'autres font, lui au moins il l'avait déjà expliqué. Voilà. Et on était en 1928. Alors, puisqu'ils n'ont pas réussi à battre les communistes dans la rue, ils vont les battre aux élections. Donc, ils réforment à partir de 1925 le parti nazi, et évidemment, il va falloir attirer des cotisants. Alors là aussi, les cotisants, donc la démarche, les adhérents, la démarche est longue. Au départ, il y a, en 1925, il y a 27 000 membres. Ça va, c'est pas avec les adhésions qui va faire jackpot. Hein. 178 000 membres en 1928 et 1 500 000 membres en 1932. Donc vous voyez que ce n'est pas immédiat. Voilà. Durant cette période relative des années 20, là, jusqu'au moment de la crise, hein, le parti, il a beau engranger des nouveaux adhérents, dans les élections, il ne décolle pas. En 1928, il a 2,6% des voix aux élections. Ça me rappelle un petit peu le Front National en 1981, hein, non? Bah, le Front National qui avait comme ça, et après 81, pouf! Bon, et bien là, voilà, jusqu'à la crise,
pas de décollage donc du parti nazi. Et Hitler ne cesse de geindre auprès des autorités fiscales de son manque d'argent et il réclame sans cesse, on a ça dans ses comptes, les reports du paiement des impôts. Et quand on lui dit d'accord, t'as pas de pognon, et où c'est que t'as trouvé les sous pour te payer une grosse Mercedes? Ah là là, j'ai emprunté à la banque. Alors je dois les emprunts, les intérêts. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une loi allemande qui disait que un personnage moral, enfin une personne, n'avait pas à fournir de preuves de ses demandes d'emprunt, remboursement, etc., etc. D'accord. Donc il dit j'ai emprunté. Et d'ailleurs, la moitié des sous que je touche, ce sont des frais professionnels de déplacement politique, quoi. Voilà. Et même je suis obligée de manger les pommes du Tyrol. C'est dans une de ces, je le dis en rigolant pour vous réveiller, mais c'est dans un de ces trucs à la déclaration fiscale, obligé de manger des pommes du Tyrol. Alors les pommes du Tyrol, il a dû les trouver à Berchtesgaden, qui n'est pas d'ailleurs au Tyrol, parce qu'à la même époque, il a trouvé l'argent pour y louer un chalet. Chalet qu'il pourra acquérir ultérieurement grâce, à partir des années 30, à la vente de Mein Kampf, et qui deviendra le célèbre Berghof. Voilà, on se pose qu'il a trouvé l'argent là pour louer ça. Bon, et quand on regarde ces déclarations fiscales, en 1929, paf, alors que ses revenus sont moins importants qu'il ne l'avait été en 1925, il n'a plus d'emprunt, il n'a plus de dette, il n'a plus rien de tout ça, ça a disparu. Un miracle financier fait qu'il a liquidé son endettement. À l'inverse, les voix du PC en 1928 sont de 10,6%. C'est pas transcendant, mais ça convainc les milieux industriels inquiets de l'écouter. Et peut-être même, pour certains, de l'aider. En revanche, il n'a pas pu faire de discours en public, mais il en a fait devant les cercles privés des industriels. Et quand on lit Rudolf Hess écrit que entre juin 1926 et décembre 1927, 5 fois de suite, il est allé parler devant des patrons. Ça, c'est privé, donc il peut le faire, d'accord? Et qu'est-ce qu'il est allé foutre devant les patrons pour quelqu'un qui a, soi-disant, un programme socialiste? Tous ces discours se ressemblent. Je vais les faire rapides, ils ont tous la même trame. Dans ces discours, c'est, premièrement, éradiquer le marxisme, qui trouble le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement des entreprises patronales qui sont devant lui. Et il écrit même, si nous vainquons, le marxisme sera exterminé jusqu'à la racine. Il n'y aura pas de demi-mesure. Si on n'a pas compris avec ça, ça va être violent, faut quand même, bon. Et pour pouvoir faire ça, il faut mettre le mouvement ouvrier au pas. Alors qu'on ne vienne pas nous seriner maintenant que les patrons, ils n'étaient pas au courant que les nazis étaient des brutes. Hein. Ils savaient ça, ils le savaient depuis le début. Tant que la République a constitué un moyen de gagner de l'argent, ça a été. C'est quand ils ont vu que c'était en danger qu'ils ont commencé effectivement à se dire il y a peut-être une autre solution pour continuer nos profits. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, dans les discours qu'Hitler leur tient, ils partagent la même Weltanschauung, la même conception du monde. D'autant que dans tous ses discours, il dit qu'il va agir pour le maintien de la propriété privée, qu'il va protéger l'économie de marché. Ça, c'est pas ce qu'il dit dans les tribunes, dans les discours de Munich, hein, c'est ce qu'il dit devant les patrons. Hein. Qu'il considère que l'ordre capitaliste, c'est le seul ordre économique possible, réellement, qui puisse fonctionner. Et il reprend toutes ces mêmes thématiques dans tous ses discours. Pour arriver à faire vivre le peuple allemand, c'est aussi dans ses discours, il faut un espace vital nécessaire. Et pour cela, une politique expansionniste. Et il annonce sous la guerre, quoi. Tout le monde a bien entendu. Il faut faire expansionniste sur quoi? Sur le quartier d'à côté? Non, c'est clair qu'effectivement, il annonce la guerre sur les pays voisins. Alors, ceux qui voudraient nous faire croire que les patrons n'avaient aucune notion de ces intentions belliqueuses sont soit des gros menteurs, soit de parfaits incompétents, ou alors les deux, mon capitaine. Bon, donc voilà. Alors évidemment, oui, mais en tout cas devant les patrons, il ne tient pas de discours antisémites. Hein, il s'est bien gardé, dit Turner, de tenir ces discours-là, parce que les patrons, il y en avait, ça ne leur plaisait pas. Non, mais tout le monde. Il y avait les sacs qui étaient dans la rue, qui massacraient, qui violentaient. Dans les discours qui avaient
je vous ai parlé tout à l'heure d'une conférence en 1920, pourquoi sommes-nous antisémites? Enfin, ces discours sont tenus jour après jour, partout et par tous. Pas dire, enfin, pourquoi voulez-vous qu'il aille tenir ces discours-là devant des patrons, dont certains, je pense à Kirchhoff, dont je vais parler tout à l'heure, le roi du charbon, sont antisémites. De toute façon, on est d'accord, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il sait parfaitement que ces discours ont une valeur manipulatrice des masses. Voilà. Turner, il explique aussi un truc là que j'aurais vous dire. Il dit aussi que peut-être l'argent, enfin quand même, il est venu aussi de cadres intermédiaires des entreprises. Vous imaginez franchement un gars qui est directeur des ressources humaines et sans demander à son patron, bam, il aligne 100 000 euros, 200 000 euros à un parti quel qu'il soit. Le patron il lui dit rien. Donc il faut aborder, oui. Donc effectivement, ce n'est qu'avec l'accord patronal que ça a pu être fait. Ça ne tient pas debout ce genre de discours, quoi qu'il en soit. Voilà. En tout cas, quand Turner explique que les patrons arrosaient l'ensemble des partis de droite et moins le NSDAP, c'est vrai dans les années 20 parce qu'ils n'ont pas un besoin immédiat d'Hitler. D'ailleurs, quand il y a un autre parti qui va dans leur sens, hop, ils foncent dessus. Je prends l'exemple du DNVP, donc le parti dans lequel se trouvait Hugenberg, le roi de la presse. Hugenberg, à un moment donné, il est devenu le chef du DNVP. Et il a fait prendre à son parti une position beaucoup plus radicale, très proche, on va dire, parce que les parois sont poreuses entre les partis, très proches des opinions, on va dire, hitlériennes. Donc, hop, les patrons, effectivement, vont soutenir le DNVP. Mais ce n'est pas pour autant qu'Hugenberg se fâche avec Hitler. Hein. Il reste tout à fait copain, les liens ne sont pas rompus, il est même invité, etc. Émile Kirchhoff, dont je vous ai déjà parlé à 2-3 reprises, le roi du charbon, il a adhéré au parti nazi en 1927 et il va permettre à Hitler, à l'organisation, de toucher des subsides du cartel minier. Il va en sorte, alors soi-disant, alors d'après Turner, il est vieux, il a plus de 80 balais, il est sénile, et il est pingre. Elle ne donnera pas de pognon comme ça. Eh bien écoutez, il suffit de regarder. En 1931, des membres de l'association des propriétaires des mines de charbon, que Kirchhoff dirige, s'engagent à verser 50 pfennig par tonne de charbon au parti nazi. Il a fait rentrer ses 2 gendres au parti nazi. Il a fait rentrer 3 boss des cartels miniers, etc., les Tengelmann, le père et ses 2 fils, au parti nazi. Et dès la fin de l'année 27, il organise chez lui, ce type-là, des conférences, ou bien il loue des salles pour Hitler. Il va même lui payer il va dire, tu sais, ton programme là de 1920, c'est un peu chaud quand même. Tu peux pas présenter ça au patron quand même. Il y a des trucs un peu machin socialiste. Ouais, mais enfin, ça, c'est pour rallier les masses. Un parti qui ne rallie pas les masses, c'est pas un parti qui gagne. Ouais, mais ça, tu nous tiens dehors. Et pour montrer au patron, quand même, hein, tu devrais faire une autre brochure pour les patrons. D'accord. Crac, Hitler a fait une brochure pour les patrons et c'est Kirchhoff qui va la distribuer à ses copains, les patrons, quoi. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même des aides de personnages importants. Alors, bien sûr qu'on n'a pas toutes les factures de tous les dons qui ont été faits pendant toute cette période-là. Et pour cause, on ne va pas se mettre devant. Voilà. Tiens, je pense à Goebbels. Goebbels, il écrit dans son journal, à propos du début de l'année 1930, comme nous étions pauvres, alors, le Führer m'a dit comment il avait pensé se tirer une balle parce que les dettes avaient augmenté au-dessus de sa tête. Et Kirchhoff l'a aidé de 100 000 marks. Alors voilà, c'est pas rien quand même, le gros pingre, le vieux pingre qu'il était. C'est donc bien l'argent qui a ouvert la porte du pouvoir aux nazis. Ce n'est pas arrivé qu'après, comme le disent les grands experts révisionnistes, les grands avocats du grand capital monopoliste allemand, quoi. Voilà. D'ailleurs, jeunes historiens, si vous m'écoutez, il faut se moderniser, comme dirait M. Macron. Il y a un autre historien allemand qui s'appelle Carsten Heinz Schönbach, qui a fait une thèse qui s'est terminée en 2012 et qui a été publiée en Allemagne, forcément en allemand, et qui contredit complètement, évidemment, la thèse de Turner, et qui dit, non, l'aide
du grand patronat allemand n'a pas été marginal, bien au contraire. Il dit, ça n'a pas été facile, hein, il dit de faire des recherches. D'abord parce que manifestement les archives ont été largement détruites pour toute cette période, et d'autre part parce que il écrit, Schoenberg, j'aime bien cette phrase-là, que l'accès aux entreprises reste limité pour certains historiens qui ne seraient pas, écoutez bien, intéressés par des résultats objectifs à vos souhaits, entendez par là, qui voudraient prouver la collusion entre le capital et le truc. Et dans ces cas-là, on ne leur fait pas rentrer dans les entreprises. Non, non, si tu veux montrer que mon entreprise elle a aidé Hitler, tu ne rentres pas. Donc il a dit ça n'a pas été facile. Néanmoins, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, et ça a dû lui prendre pas mal de temps, le pauvre gars, tu m'étonnes. Il a fait le calcul durant toutes les années de la montée d'Hitler au pouvoir, des recettes et des dépenses. Hein. Comme un bon père de famille, il a regardé ce qui rentrait officiellement. Alors les costumes, les cigarettes, les entrées, les abonnements, ça fait tant par année. Et après il a regardé, par année, combien il y avait de frais. Particulièrement, justement, au début de ces années 30. Et il dit, mais de toute évidence, ça ne correspond pas. Il y a bien un gros manque à gagner. Donc on comprend qu'au début des années 30, il y a Goebbels qui dit « Oh là là, on a des dettes jusque-là ». Ce n'est pas parce que les patrons ne donnaient pas l'argent, c'est parce que les dépenses étaient tellement grandes, avec toutes les campagnes électorales faramineuses, les retraites au flambeau, je t'en passe, qu'effectivement, ils ont manqué d'argent. Mais le calcul arithmétique a bien prouvé que ces campagnes coûteuses, complexes, l'ASA, qui coûtait, je ne me rappelle plus, 2,5 millions, je crois, de marques par semaine, je crois, ne pouvait pas, comme ça, être alimentée, on va dire, en quelque sorte, par elle-même. Oh, ouais, mais tu comprends, on n'a pas de données. Ah oui, ça c'est sûr, je vous l'ai dit, les archives, on ne les a pas toutes. Mais il y a un texte d'un gars qui s'appelle Otto Dietrich, qui deviendra le chef de service, le chef de presse, pardon, le chef du service de presse, je vais y arriver, du parti nazi en 1931. Et lui, il vous l'explique clair, net et précis. En 1931, notre Führer a soudainement décidé de se concentrer systématiquement sur la culture des influents manias de l'économie. Au cours des mois suivants, il parcourut l'Allemagne de bout en bout, organisant des entretiens privés avec des personnalités bien connues. Tous les rendez-vous étaient choisis à Berlin, en province, à l'hôtel Kaiserhof, dans une clairière isolée de la forêt. C'est parce que le respect de la vie privée est absolument impératif et la presse ne doit avoir aucune chance de faire du mal. On m'a dit, voilà, le pognon il a bel et bien été donné dans des petites balises, dans des trucs comme ça, etc. Mais on n'a pas effectivement de facture. Voilà. Donc c'est clair qu'il n'a pas été leur premier choix, Hitler. Il l'a été par un processus d'élimination jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que la République ne leur permettait plus, avec la crise économique des années 30, de continuer les mêmes profits. Et il fallait passer à autre chose. Dans les personnages qui ont vraiment aligné du pognon, je vous l'ai dit, et puis qui l'ont aidé aussi, il y a Alfred Hugenberg, le mania de la presse. Vous savez, il y avait les actualités télévisées quand on allait voir les films. Et alors, c'est Hugenberg qui fait partie qui est le chef du DNVP. Et il montrait Hitler comme un personnage quand même pas du tout antipathique. Un gars qui pouvait être chef d'État, quoi, voilà, qui était sérieux, voilà. Puisque je parle de la propagande cinématographique, juste un petit... petite digression sur l'Amérique. Pourquoi je tiens à vous dire qu'il y avait quand même une entreprise cinématographique qui s'appelait la Fox Film Corporation et qui va devenir la très célèbre 20th Century Fox en 1935. Et elle avait une filiale en Allemagne. Cette filiale allemande de la 20th Century Fox, elle passait un peu partout derrière Hitler, et c'est elle qui filmait toute la propagande électorale, et même les Américains, ils pouvaient regarder ça. Donc l'aide, elle s'est faite sous différentes formes. Puisque je parle des patrons étrangers, à tout seigneur, tout honneur, qui ne connaît l'aide d'Henry Ford, dont le portrait trônait sur le bureau d'Adolphe. Mais tu m'étonnes,
Dès 1920, Ford non seulement a inspiré Hitler parce qu'il avait écrit un ouvrage extraordinaire qui s'appelait Le Juif international, sur lequel d'ailleurs Hitler va pomper, mais alors sans se gêner, des passages complets qui va nous coller dans Mein Kampf quand même. Mais comme le rapporte le journal britannique Le Times en 1922, il va aussi aligner de l'argent dès le début des années 20, d'accord? Mais Ford, c'est que la partie immergée de l'iceberg, dans toutes ces années 20-là, l'Allemagne doit payer des réparations à la France. Ah, que j'en profite pour vous dire que dans tous les bouquins d'histoire, la pauvre Allemagne qui doit coller 132 milliards de marks or à la France, elle est étouffée, elle est étranglée. Mais je t'en fous. Ils n'ont remboursé en tout et pour tout, de 1919 jusqu'en 1932, que 22 milliards payés par les contribuables, cela va de soi. Autrement dit, peanuts par rapport à ce qui devait être versé. Mais ça a fait un ramdam politique, ça, pas possible pendant toutes ces années 20, et voilà qu'on était étranglé par les réparations, qu'on pouvait pas, etc. Et donc, l'Allemagne a demandé à ce que lui soit prêté de l'argent pour faire fonctionner son économie et pouvoir rembourser ça. Qu'est-ce qu'il y avait des sous à l'époque? Les Américains. Business is business. Et ils ont senti, les Américains, qu'il y avait du pognon à faire. Et donc, il y a eu deux grands plans pour payer ces réparations. Un en 1924, un en 1928. Le plan Dobbs et le plan Young. Ces deux mecs-là appartenaient aux plus grandes banques américaines. Comme dirait un historien américain, Sutton, un coup ils mettaient le chapeau du banquier, un coup ils mettaient le chapeau d'homme d'État. Et donc, ils ont organisé un ensemble de prêts par les entreprises. Et avec les dividendes versés, on a créé de gigantesques cartels américano-germaniques. Donc, quand je vous dis que Ford, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, il faut savoir qu'on a donc créé là des multinationales. Et alors, du coup, je regarde l'heure, je ne vais pas avoir le temps de vous les faire. Je vais juste comme ça une pour vous montrer. Donc Opel qui a été, parce que enfin, il faut quand même que je vous parle quand même d'Ig Farben quand même, qui est la plus grosse quand même. Ig Farben, c'est un trust qui a été constitué en 1925 avec plusieurs firmes qui font partie de notre quotidien, donc BASF, Bayer, etc. Et l'un de ses patrons s'appelait Karl Duisberg. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait produit des gaz toxiques. Hein, déjà, on sent qu'il avait de bonnes bases, ces gars-là. Hein, et il avait organisé la déportation des travailleurs belges déportés vers l'Allemagne. Donc vous sentez déjà qu'il savait comment s'y prendre. Voilà. Et donc en 1929, IG Farben lance aux États-Unis une filiale, l'American IG Chemical Corporation, qui va être financée par des grandes banques. Et à l'intérieur des conseils d'administration de tous ces grands trucs que j'ai plus le temps de vous faire maintenant, on trouve des Américains. Et au moment des procès de Nuremberg, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on va mettre en cause dans les procès des grands industriels, on va mettre ces industriels en cause, eh ben, l'un des grands banquiers, Chart, dira « Eh, dis donc, nous on est sur le banc des accusés, les Américains !» J'y étais aussi quand même. Donc, d'accord, l'attaque est aisée, on va dire. Voilà. Allez, je fais encore une petite digression, mais après j'arrête. Parmi ces banques-là, il y en avait une qui s'appelait la Harriman et qui avait un pôle à New York qui s'appelait le UBC et le directeur était Prescott Bush, grand-papa Bush, qui a prêté plein de pognon à une banque qui se trouvait à Rotterdam et qui était la banque de Thyssen. Là, d'accord. Voilà, donc bref, passons. Je voulais juste quand même vous parler effectivement tout à l'heure de General Motors et d'Opel. L'ancien propriétaire d'Opel, Wilhelm von Opel, était resté membre du conseil d'administration et c'est pas General Motors, mais Wilhelm von Opel, qui faisait partie du membre, voilà, avec l'argent gagné, a fourni des subsides à Hitler. Il y a la General Electric par le biais d'Osram, il y a ITT, enfin bon, voilà, je ne vais pas toutes vous les faire. Juste, quand même, pour être honnête, nous sommes dans les années 20,
prêter de l'argent, faut donner de l'argent à un parti politique, ça n'a rien d'illégal. Immoral, oui, ça c'est sûr. Un parti d'extrême droite comme celui-là, mais pas illégal en tout cas. Voilà. Et lorsque Siemens est invité, quand même Siemens quand même, il est invité en 1931 à New York par la General Electric devant toute la haute finance pour dire, vous savez, Hitler c'est quelqu'un de bien. Non, non, vous pouvez lui faire confiance, hein. Il ne mettra pas le bazar. Droit comme un i, le gars, hein. Et bien tout le monde l'écoute et l'applaudit, voilà. C'est donc bien parce qu'il se présente comme le rempart contre le communisme, et ça sera le discours de Siemens devant la haute finance, que Hitler sera reconnu, apprécié et financé. C'est sûr que ni les Américains ni les Anglais n'ont fabriqué Hitler, mais ils ont contribué à sa mise en place. Là je passe, j'ai pas le temps de vous parler des Anglais, j'ai même pas le temps de vous parler des Français. Quand même si, un tout petit morceau parce que, bon, allez, l'aide des Français, il y en a aussi, j'ai plus le temps, je vois qu'il est déjà 33. Je voulais quand même vous dire qu'un truc, c'est que toute cette aide économique, ces cartels qui étaient créés entre IG Farben, encore une fois, et Kuhlmann, pour toute la chimie qu'on utilisera moult pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre les entreprises comme Schneider et les entreprises allemandes, donc pour tout ce qui est sidérurgie, mines, etc., ça a donné des idées à certains, comme quoi il y en a qui sont modernes, depuis bien plus longtemps que vous, monsieur Macron. Et donc, on a un Allemand qui s'appelle Arnold Reichberg, c'est un ultranationaliste, anti-bolchevique, anti-soviétique, et en 1928, il avait fait publier une petite gazette, enfin dans la gazette de Voss, un petit truc en disant « Il faudrait une armée commune entre la France et l'Allemagne ». Plus moderne que certains, voilà. Donc l'anticommunisme est au cœur de tout ce financement qui se fait sur Hitler. Je n'ai bien évidemment pas le temps de vous parler de la crise de 29, mais elle va jouer le rôle effectivement de catalyseur. Il faut savoir qu'au moment où la crise de 29 est déclenchée en Allemagne, le gouvernement est un gouvernement, encore une fois, SPD, social-démocrate, et qui va mettre en place déjà, vous allez voir comme c'est tellement actuel que ça, j'ai l'impression qu'on parle d'aujourd'hui, une politique d'austérité avec des taxes touchant les produits de première nécessité, la diminution des allocations chômage, dont d'ailleurs sont exclus de plus en plus de gens parce qu'il n'y a plus de... Ils ont dépassé le temps de leur possibilité de chômage. En revanche, les capitalistes vont obtenir 1,4 milliard de marks de diminution d'impôts. Il faut quand même pouvoir les aider, les pauvres. Mais entre-temps, entre 30 et 32, la situation se dégrade considérablement. Sur 18 millions de salariés, 6 millions sont au chômage complet et 8 millions au chômage partiel. Donc les milieux ultra-conservateurs de l'entourage d'Hindenburg ont une solution de rechange après le SPD. On va en prendre encore un qui va serrer encore plus la vis. C'est le chef du Zentrum catholique qui s'appelle Heinrich Brüning. Ah lui, impec, hein. On va l'appeler le chancelier de la faim. F-A-I-N. Voilà. Parce qu'effectivement, entre mars 1930 et mai 1932, il est au pouvoir 2 ans, il va mener, parce que lui aussi il est moderne, il va mener une politique d'assainissement des finances publiques. Ça dépense trop de sous, les fonctionnaires, c'est bien connu. Et comme ça risque de ne pas passer au niveau du Parlement, il va fonctionner par une façon que malheureusement on connaît bien, qu'on a connu pendant pas mal d'années, par décret-loi. Il y a en Allemagne un article de la Constitution qui s'appelle l'article 48, qui correspond peu ou prou à notre article 49.3, et qui dit qu'on peut prendre, en cas de danger imminent, etc., des mesures pour tout remettre en place. Bon, alors le danger imminent, on ne sait pas où il est. En attendant, là, en moins d'1 an, ça va être utilisé 60 fois, parce qu'il faut l'accord du président Hindenburg. Hein. Ça va être utilisé au moins 60 fois. Alors terminé, hein, la République parlementaire, puisqu'on ne passe plus par le Parlement, on a une République présidentielle autoritaire. Hein, on connaît, nous. Bon, ces mesures d'austérité, attendez, bougez pas, vous allez voir, ça aussi on connaît, ont été imposées par l'ancêtre du FMI, d'accord, qui s'appelle la BRI, la Banque des règlements
internationaux situés à Bâle, et qui va dire, si on veut pouvoir payer les réparations, il faut avoir une politique rigoureuse d'austérité. Voilà. Donc, que maudite soit la guerre économique, parce que c'est une véritable guerre économique qui est alors menée. Les patrons réduisent drastiquement leur salaire entre 8 et 15%. Ils démantèlent la fameuse journée de 8 heures qui avait été octroyée au début des années 20. Et il faut absolument anéantir les capacités de résistance du monde ouvrier. Ben, écoutez, c'était d'autant moins, je dirais, c'est une façon de parler difficile, que le représentant de la principale organisation syndicale, la DGB, donc social-démocrate, Fritz Tarnow, il se prend, tenez-vous bien, pour un médecin au chevet du capitalisme. Il faut donc soigner le capitalisme et ne pas le faire sauter, quoi, en quelque sorte. Donc, il prône des sacrifices indispensables à l'intérêt national et donc un mariage de raison avec les patrons. Hein, c'est tellement actuel, ça aussi, comme type de discours. Eh ben, je vais vous citer une toute petite phrase de Dimitrov, en 1935. Dimitrov, en 1935, devant l'Internationale communiste, dont nous fêtons cette année le centenaire, va expliquer une phrase qui, elle aussi, est d'actualité. Avant l'instauration de la dictature fasciste, les gouvernements bourgeois passent ordinairement par une série d'étapes préparatoires et prennent une série de mesures réactionnaires contribuant à l'avènement direct du fascisme. Voilà. Si les ouvriers n'ont pas oublié que 10 ans avant ils se sont fait tirer dessus, les patrons non plus n'ont pas oublié la peur qu'ils ont eue de la révolution de 1918-1919. Et donc, là, cette fois-ci, commence à bien réfléchir. Là, il y a un historien qui s'appelle Jacques Pauwels, dont je vous vraiment insiste pour que vous lisiez ces différents ouvrages. Donc, l'un sur 1939, l'autre sur le mythe de la bonne guerre, justement, et qui écrit « L'histoire du capitalisme montre que les hommes d'affaires de grand format apprécient un système politique démocratique tant qu'il est possible d'y réaliser de plantureux bénéfices. Mais s'ils pensent que ce système, que leurs bénéfices plutôt seront meilleurs avec un État fort, avec un homme fort à la tête de l'État, autrement dit dans le cadre de dictature, eh bien ils s'avèrent prêts à contribuer à l'avènement d'un pouvoir fort. Voilà. Et je vais même rajouter, pour plagier les actuels manifestants hongrois qui luttent contre les terribles mesures qui sont menées par le gouvernement Orban, que c'est sans hésiter que ces gens-là plantent un clou dans le cercueil de la démocratie. Alors, en octobre 1931, toute l'extrême droite va se réunir là, dans ce qu'on va appeler le front de Harzburg. C'est très important, ce front de Harzburg, parce qu'on va y retrouver là la plupart des membres du futur cabinet d'Hitler. D'accord? Donc, ils essayent de réfléchir à ce qu'il faut faire au sein de cette crise pour visser comment dirais-je, enfin, visser le mouvement ouvrier. Alors, on a là-dedans, bien évidemment, Hitler. On a le parti d'Hugenberg, le DNVP, les fameux casques d'acier des industriels, des banquiers comme Thyssen ou Schacht, qui est l'ancien directeur de la Reichsbank, des gros agrariens, une brochette de chefs militaires. On a même les deux fils de l'ancien empereur, hein, tout du beau monde. Hitler, il fait partie de la haute maintenant quand même. Hein. C'est pas non plus, c'est plus le plouc des brasseries munichoises quand même. Hein. Et donc tous ces gens-là, certains d'entre eux, on va les retrouver dans le cabinet d'Hitler. Et ils réclament la dissolution du gouvernement Brüning qui vient juste d'être élu, le renvoi donc du chancelier, le renvoi du Conseil de Prusse, parce qu'il y a plusieurs États en Allemagne, hein, voilà, et la Prusse appartient, enfin encore un gouvernement social-démocrate. Donc renvoi du gouvernement social-démocrate, et puis il réclame un homme fort pour diriger le gouvernement, sous-entendu Adolf. Et donc c'est pour libérer l'Allemagne du chaos du bolchevisme. Voilà. Et donc à partir de cette crise économique, les patrons sentent de plus en plus, enfin au départ confusément, depuis de plus en plus nettement, que la République
avec ces lois, ces mesures, etc., ne leur permet plus de faire autant de bénéfices. Et qu'on risque encore une fois une révolution. Donc de plus en plus, il va y avoir des dons de certains cercles économiques. Je vous en cite deux, les deux plus importantes. Une qui s'appelle la Roerlade. Bon, je m'étais dit, je vais couper, je ne vais pas en parler, mais je voulais quand même juste vous dire qu'elle a été créée, allez, juste un détail, elle a été créée en 1928, j'insiste là-dessus, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Elle a été créée dans la maison de Gustav Krupp. Et Turner insiste beaucoup en disant, ah non mais Krupp, elle n'a jamais aidé Hitler, avant qu'Hitler devienne chancelier, jamais. Jamais. Et bien en attendant, la Roerlade a été créée chez lui en 1928. Jusqu'en 1931, la Roerlade distribue de l'argent aux partis de droite traditionnels. Et à partir de 1931, l'argent va être donné à des membres du parti nazi, Göring, Walter Funk, qui sera un journaliste financier important, donc, et donc l'argent va arriver. Alors, pour me dire que Gustav Krupp, il n'était pas au courant. Je reparlerai de Krupp après quand même. Il y en a un autre, c'est le plus célèbre d'entre eux, c'est le cercle Kepler. Wilhelm Kepler, un type bien, va adhérer immédiatement à la SS. Hein, c'est droit comme un. Justement, il va fonder un cercle qu'il va appeler le cercle des amis de l'économie. Il appelle ça un groupe de palabres, un club de gentlemen inoffensifs. Mais des SS, c'est inoffensif, tout le monde le sait, ça que c'est inoffensif, les SS. Donc avec des banquiers, enfin tout un tas de types. Vous savez comment il s'appellera ce groupe après? Il s'appellera le cercle des amis d'Heinrich Himmler, celui qui dirige la Gestapo et les camps de concentration. Tout un programme. Et donc voilà, on a là-dedans une équipe comme Thyssen, Kurt Schmidt qui dirige le groupe des assurances Allianz, etc. On a Schardt, l'ancien président de la Reichsbank, et on a un banquier de Cologne, important le gars, je vais beaucoup en parler après, Kurt von Schröder. Et ces deux types-là, Schardt et Schröder, ont beaucoup de contacts avec les banques étrangères comme les banques anglaises, comme les banques américaines. C'est donc très important qu'ils soient des amis de l'économie. Et pour être clair quand même, quand on dit ouais, bête, pognon, machin, etc., enfin, personne ne les aidait. Attendez, Goebbels écrit dans son journal en 1930, une grande partie de l'économie est déjà inconditionnellement avec nous. Et Total, alors qu'ils avaient que 2,6% en 1928, paf, tout d'un coup, miracle, septembre 1930, succès électoral, plus de 18% des voix. Le KPD, lui, a augmenté aussi, il en a 13. Mais enfin, ils en ont davantage. Alors évidemment, je ne peux pas parler de l'ascension d'Hitler et de l'aide qu'il a eu, sans parler de Thyssen, qui est l'un des plus connus. Non, contrairement à ce que dit Turner, ce n'est pas 2-3 individus. Non, il y avait du monde derrière ces gens-là, ne serait-ce que les multinationales. Ils n'ont pas fait ça tout seuls dans leur petit coin comme ça, Kurdorf, Thyssen. Ça, c'est faux. Ça, on ne peut pas dire ça quand on a les archives sous les yeux, parce que si on ne travaille pas avec des archives, on n'est pas historien. Et donc, Thyssen est un nationaliste convaincu. Il adhère, je vous rappelle, comme vous l'auriez oublié, il a déjà filé 100 000 marks en 1923, avant le coup d'État. Il les avait donné à Ludendorff pour le coup d'État de Munich, d'accord. Mais il adhère en 1931, et c'est lui qui va aider à payer un palais. Pour le parti du peuple, c'est important d'avoir un palais. Et le palais Barlow, qui va être transformé en bureau, qui va s'appeler la Maison Brune. Donc vous avez peut-être vu des photos, des trucs comme ça, etc. C'est plusieurs centaines de milliers de marques que ça va coûter, non seulement pour acheter le palais, mais après pour le transformer en bureau, quoi. Voilà, ça fait très parti populaire, ça, un palais. Et donc, après la guerre, quand il va être interrogé par les enquêteurs, il va même raconter, Thyssen, écoutez, à un moment donné, j'ai prêté 250 000 ou 300 000 marques à Hitler par le biais de ma banque à Rotterdam, parce que je ne voulais pas trop quand même que ça fasse des éclats quand même en Allemagne, mais tout ne m'a pas été remboursé. Il y a toute une partie qui ne m'a pas été remboursée. C'est clair. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les prêts dont Hitler parle ne sont en réalité que des dons déguisés. Et c'est grâce à eux qu'il va pouvoir se permettre le mec de se payer une suite dans l'hôtel Kaiserhof,
très bel hôtel de luxe dans Berlin, une suite majestueuse. Et quand Hitler deviendra chancelier en janvier 1933, Goebbels dira, écoutez bien, ça va vous faire rire, Goebbels dira qu'il est passé du Kaiserhof à la chancellerie uniquement en traversant la rue. Alors, ça peut mener loin quand même de traverser la rue. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de Krupp, qui soi-disant n'a jamais aidé Hitler, son fils, Alfred Krupp, donc en 1931, va adhérer à une association de parrainage des membres de la SS. Autrement dit, il n'est pas SS lui-même, il ne va pas aller se battre, il ne va pas, etc. Mais par contre, il parraine. Alors avec ça, on lui donne un beau brassard. Voilà, gloire à la SS, qu'un beau petit livret avec un poème d'Himmler, enfin magnifique, voilà. Et un autre type aussi, là aussi c'est un bravo homme, qui s'appelle Paul Schulz, et c'est un des dirigeants nazis. Pour ceux qui ont vaguement étudié la Deuxième Guerre mondiale, il se distinguera en Russie à Krasnodar, en massacrant des milliers de juifs communistes, etc., pendus, gazés dans des camions, brûlés vifs, etc. Un brave type. Et ce gars-là, donc, va demander aux magnats de la Ruhr de financer le NSDAP à concurrence de 10 000 marks par mois. Et donc, ces fonds vont permettre effectivement au parti nazi de financer en partie, mais en partie seulement, toutes les sorties lors des campagnes électorales d'Hitler. Parce que pendant toute cette période-là, on va avoir là, pendant toute l'année 32, trois, je vais en reparler juste après, mais trois, et je vais me dépêcher maintenant, mais j'ai commencé en retard. Ah oui, mais donc il va y avoir 3 grandes élections, une présidentielle et 2 législatives anticipées. Et toutes vont se faire dans un terrible climat de terreur. Hitler sillonne l'Allemagne dans tous les sens, il fait des milliers de meetings, des sorties au flambeau et je t'en passe. Voilà. Et donc, évidemment, les finances du parti s'en ressentent. Et pendant ce temps, évidemment, comme c'est la crise économique, dehors, il y a des grèves, il y a des manifs, ça castagne un petit peu comme maintenant. Voilà. Et donc, c'est donc, comme disait... Pour ceux qui ont assisté à mon travail sur 1848 au mois de juin, comme disait Victor Hugo, le cœur navré et le front pâle que les patrons vont accepter sans regarder les violences nazies. Et violence, parce que vraiment la lutte se transporte dans la rue, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des bagarres sanglantes déjà à cette époque-là. Les SA et les SS ont le droit de s'entraîner dans les camps militaires de l'armée, d'accord, ça vous les situe quand même, et il va y avoir des morts partout, rien que toute l'année 1930, il va y avoir 103 morts communistes, 51 ont été tués par les nazis, tous les autres, c'est la police qui leur a tiré dessus. Il va y avoir, donc, je répète, toute une série de morts, c'est tellement violent qu'à un moment donné, il va y avoir une loi qui va être mise en place en disant, bon, peine de mort maintenant quand il y a des violences excessives. Il faut s'en rappeler de ça parce que, justement, ça va être utilisé. Les SA et les SS, c'est tellement vraiment énorme, cette violence, que le ministre de l'Intérieur va les dissoudre en avril. Dès le mois de juin, hop, on les réinstaure et ils ont de nouveau l'autorisation. Donc lors de ces incroyables élections, dans ce terrible climat de terreur, là aussi je fais une petite parenthèse, quand on regarde les élections et qu'on regarde les voix qui se sont portées sur le parti nazi ou sur les autres partis, quand on regarde les voix du parti nazi, au présidentiel, je vais en reparler des présidentielles, au présidentiel et aux législatives, on constate que pendant toute cette durée des années 30, là, 31, 32, etc., au moment des hausses d'impôts, les voix qui se sont portées sont celles des classes moyennes et des classes supérieures qui avaient à perdre avec les hausses d'impôts. Lorsqu'il y a augmentation des taxes sur les produits de première nécessité, les voix des ouvriers et les voix des chômeurs se sont portées sur le Parti communiste et pas sur le parti nazi. Voilà. Il y a 4 chercheurs anglo-américains qui ont fait ces recherches-là l'année dernière et qui ont sorti toute une recherche là-dessus l'année dernière. Voilà. Juste un truc sur les élections de 1932 présidentielles. Hindenburg se représente bien.
face à lui, Hitler. Hitler, je vous rappelle qu'il est autrichien. Il n'aurait jamais dû avoir le droit de se représenter. Ben dis donc! Mais quel coup de chance il a, ce gars-là. En février, il devient fonctionnaire allemand et par là même, il obtient la nationalité allemande. Ce qui fait qu'au mois de mai, pan, il peut se présenter aux élections la présidentielle. Et là aussi, je vais faire une petite parenthèse. Puisqu'on parle des communistes, c'est leur faute parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc., pour empêcher Hitler. Ah oui? Eh bien, le KPD, Parti communiste allemand, a proposé à ce moment-là au SPD d'avoir un troisième candidat qui serait un candidat commun de la gauche. Le SPD a refusé en disant « on n'a aucune chance, il faut voter Hindenburg ». Et effectivement, au deuxième tour, Hindenburg donc, est passé. Hitler a eu quand même un franc succès, mais Hindenburg est passé. Et que ce soit les socialistes et même les communistes à contre-cœur, plutôt qu'Hitler, certains, une bonne partie, ont voté donc Hindenburg. Alors qu'on ne leur fasse pas porter le poids de l'arrivée d'un Hitler en disant c'est leur faute. Hein, voilà. Donc Brüning est écarté le 30 mai, il est remplacé par un type, un monarchiste ambitieux qui s'appelle von Papen, qui fait aussi partie du Zentrum catholique. Son copain, c'est le cardinal Pacelli, qui sera le futur Pie XII. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, sera bien connu. Et ce von Papen, il va former un cabinet qui s'appelle le cabinet des barons. Tu m'étonnes, c'est tous des nobles là-dedans. Voilà des gens qui sont au courant des besoins de la population. Vous comprenez? Ils vivent la même chose. Donc immédiatement, von Papen va chercher à se rallier les nazis. Il a besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée. Donc il va réautoriser, c'est lui qui réautorise les SA et les SS. Et il va instaurer la loi martiale à Berlin, où ça chauffe, je vous l'ai dit, tous les samedis. Là, déferlement de violence, etc. Parmi toutes ces violences, il y en a une dont j'aurais parlé, parce qu'on dirait que c'est un fait divers, mais ça n'en est pas un. C'est un communiste qui a été piétiné à mort par des nazis chez lui. Et Johann Chapoutot, dont je parlais tout à l'heure, qui a été critiqué par nos trois historiens, Johann Chapoutot a écrit un livre qui s'appelle « Le meurtre de Weimar » et qui explique que les massacreurs là, ont été arrêtés, condamnés, et que sur 6, 5 d'entre eux ont donc été condamnés à la peine de mort. Tollé de l'extrême droite et d'Hitler qui va monter au créneau pour défendre ces 5 assassins. Et dès le 22 septembre, la peine va être commuée, d'accord, immédiatement en prison à vie. Et dès qu'il va arriver au pouvoir en mars 1933, ils vont être libérés. Donc, ce fameux meurtre de Weimar, ça veut dire une chose. Hitler, dorénavant, commande réellement en Allemagne. Il est le patron, véritablement, du pouvoir légitime, puisque c'est lui qui peut faire les lois. Voilà. Et alors que ça chauffe partout, que ça se bat dans les rues, écoutez bien comme c'est actuel, on va avoir les dirigeants des partis du centre et du SPD, y compris le principal syndicat du SPD, donc la DGB, qui vont appeler au calme et à la prudence. C'est exactement ce que les élites attendaient d'eux. Voilà. En attendant, prétextant la violence, etc., von Papen va faire un coup d'État en Prusse. Il va dire oui, la Prusse avec les SPD, c'est le bazar. Hop, j'interdis le gouvernement de Prusse. Le gars qui est là, c'est Otto Braun, c'est un socialiste, d'accord? Ah non, mais c'est pas juste parce que nous on a été élus. Oui, ben c'est pas juste, bah tu dégages et puis c'est tout. Et au lieu le KPD immédiatement dit on se met en grève. On se met en grève, on bloque tout, etc. etc. Et il propose une grève générale et c'est Otto Braun qui va dire non, faut pas les exciter davantage, je vais entamer une demande constitutionnelle auprès de la justice, puis comme il doit y avoir des élections, on verra avec les élections. Ben avec les élections, voilà, le SPD a perdu des voix. Par contre, les nazis en ont largement gagné et la Prusse est tombée dans l'escarcelle de von Papen. Hitler va remporter aux élections législatives de juillet 1931, il va remporter 37% des suffrages et le KPD va grimper à la moitié, donc 14,5%. Soyons clairs, pendant ces campagnes électorales, il va sillonner 5 villes par jour, il va faire un avion Hitler.
D'accord, le mec, il se dépense sans compter. Hein. Des 3000 meetings pendant toute cette période-là, des millions d'affiches, des millions de numéros spéciaux de leurs journaux, etc. Enfin bon, il va y avoir des films, des disques, etc. Donc une utilisation massive de moyens modernes pour faire campagne. Mais ça coûte un pognon de dingue. Donc forcément, évidemment, Goebbels va écrire dans son journal « Ah là là, la situation, elle est désespérée, on n'a rien que des dettes ». On n'a rien que des dettes, je répète encore une fois. C'est pas parce que les patrons ne donnaient pas, parce qu'ils dépensaient plus que ce qu'ils ne recevaient eux-mêmes. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Dès le 4 août 1932, Hitler et von Papen vont négocier pour un futur cabinet et von Papen va lui proposer un petit poste. Hitler, non, je veux pas de petit poste, chancelier ou rien. Donc voilà, mais c'est très important ce que je viens de vous dire, parce que von Papen est censé représenter la République, quand même. Voilà. Donc, quand il voit que ça passe pas et que ça ne passera jamais auprès de l'Assemblée, toutes ces mesures d'austérité qui continuent après Brüning, va dire très bien, puisque c'est comme ça, je dissous l'Assemblée. Et puis de toute façon, vu le nombre de fois où on a fait une Assemblée puis on l'a dissoute tout de suite après, moi je la reconvoque même plus. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop. Alors du coup, là, il va être obligé quand même d'annoncer, parce que là, il va y avoir pression, dire non, non, là d'un côté, on va se retrouver d'un côté avec Hitler et de l'autre côté avec les communistes. Là, on ne tiendra pas. Il faut vraiment... bon, d'accord, là, on fera des élections législatives anticipées au 6 novembre. Il y a des grèves partout, j'ai plus le temps d'en parler. Les élections législatives qui arrivent vont donner au parti nazi 33% des voix, alors qu'il a fait une pub pas possible. 33%, alors qu'il en avait eu 37 au mois de juillet. Bon, alors d'abord, les gens, ils en ont jusque-là d'aller voter, et puis franchement, il n'y a pas de grand changement. Il y a au sein du parti hitlérien, il y a des nuances politiques graves, importantes, entre Hitler, son aile gauche qui est représentée par les frères Strasser, et Gregor Strasser, qui est une personnalité importante du parti et qui tient des discours beaucoup plus socialistes qu'Hitler. Ça effraie les patrons. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit l'autre? Eh, dis donc Hitler, hein, faut faire attention. Hein. Oui, je fais attention, mais voilà. De toute façon, soyons clairs, hein, Gregor Strasser lui-même sait que pour obtenir l'adhésion de la base, des masses, il faut continuer à avoir des discours comme ça, voilà. Mais ces hésitations entre Hitler, Strasser, etc. font qu'effectivement, géométrie variable, font qu'effectivement le parti commence à décliner à la fin de l'année 32. D'accord? Alors quand on voit M. Bayrou qui dit qu'il a été élu avec 90% des voix, c'est quand même un petit schmilblick là, hein? On est à 33% et il est en perte nette de vitesse. D'ailleurs, lui-même a dit qu'à ce moment-là, il voulait abandonner, hein, Hitler. Il dit, je suis deux doigts de me flinguer, je vais abandonner. Et d'autant que pendant cette époque-là, le KPD, lui, est monté à presque 17% des voix. Même Léon Blum, il avait écrit à un moment donné, « Oh, ça y est, c'est bon, il décline, Hitler est fini ». Donc c'est vraiment, tout le monde a vraiment cru que c'était la marche arrière. Et donc, à ce moment-là, les banquiers, les financiers, les industriels vont se dire, ça c'est notre dernière chance contre un risque de révolution communiste. Et ça, je n'invente rien, je vous lis. Le banquier von Schröder déclare au procès de Nuremberg, quand le NSDAP enregistra en novembre 1932 son premier revers, le temps de son apogée était alors révolu, et un coup de main des cercles économiques s'avéra particulièrement urgent. Et c'est ce qu'ils firent. Donc ça écarte définitivement la thèse des Turner et consorts, comme François Delphat, un de nos grands historiens français. J'ai hâte de lire ça, il vient d'écrire un livre sur Pétain. J'ai hâte de le lire. Et qui écrit, attends je vous le lis, il est faux non seulement que le patronat allemand renfloue in extremis en 1932 un parti au bord du dépôt de bilan, mais que pour parer au danger communiste incarné par 17% des électeurs, il signe un chèque en blanc aux citoyens 2 fois plus nombreux que séduit le nazisme. Les patrons sont ici comme ailleurs, comme sous tous les cieux, friands de stabilité politique.
Mais je te foutrais, moi, de la stabilité politique. Ça fait 4 ans que c'est le bazar en Allemagne. Ça fait 4 ans que c'est la crise économique, qu'il y a des grèves, des manifs partout. C'est ça la stabilité politique en Allemagne. Donc forcément, il y a des élections anticipées, ça ne donne jamais une seule majorité viable, on va dire, et donc les patrons ils vont la provoquer, la majorité viable, qui aille dans leur sens à eux. Et Hitler leur paraît de plus en plus être cette voie à suivre. Et à partir de cette date-là, on est fin novembre 32, les conspirations, début novembre 32, pardon, les conspirations vont aller bon train pour faciliter au maximum l'accession d'Hitler au pouvoir, et en particulier des membres du cercle économique dont je parlais tout à l'heure. Von Papen n'était pas trop chaud, mais finit par démissionner. Et donc 2 jours plus tard, le 19 novembre 32, Hindenburg, le président, reçoit les personnalités politiques qui se présentent pour devenir chancelier, d'accord, ou en tout cas faire partie d'un nouveau gouvernement. Et sauf les communistes. Hein. Là, on ne ferait pas avec n'importe qui. Et donc, Hitler se pointe et pour voir Hindenburg. Et il est consulté comme d'autres personnages du NDP, etc. Et pareil, là, il va lui offrir un poste annexe de vice-chancelier. Non, mais j'ai déjà dit, chancelier ou rien. Donc Hindenburg est extrêmement déçu qu'il n'accepte pas ce truc-là. Ce fameux 19 novembre, il y a une lettre signée par une vingtaine de personnages de l'industrie et de la finance qui va arriver justement sur le bureau d'Hindenburg, à l'initiative du cercle de Kepler et de Kurt von Schröder. Et elle demande la nomination d'Hitler comme chancelier. Elle est signée par Schardt, Elferich, Thyssen, Schröder, etc. Et alors, si vous lisez la fameuse tribune des 3 historiens, je n'ai pas tout compris moi dans ce qu'ils racontent, mais enfin ils disent que cette lettre, il y a donc un brouillon sur lequel il y a des noms comme celui de Krupp. Moi j'ai regardé les archives du NSDAP, j'ai regardé les archives du bureau du président. Non, il n'y a pas Krupp. Non, il a été contacté, mais il n'a pas signé. Par contre, effectivement, Thyssen et l'autre ont signé. Et donc, il dit, Turner, et à la fin, quand on voit la version finale, il n'y a plus que la signature de Thyssen. Là, j'avoue, je n'ai pas trouvé. Ni au NSDAP, ni dans les archives du bureau présidentiel. Il faudra que vous me disiez, hein, jeunes gens, vous avez trouvé ça. Et donc, Henry Turner explique que, voilà, ils sont à peine une vingtaine à avoir signé ça, tandis que le 6 novembre, il y avait déjà eu un courrier signé par plus de 300 patrons et qui disait « Avec Hitler ». Avec Hindenburg, pardonnez-moi, avec Hindenburg pour le Reich. Autrement dit, hein, c'était des vrais républicains, les gars, ils n'étaient pas pour Hitler. Mais comment ça, c'était des vrais républicains? Attendez, excusez-moi, dans cette lettre-là, dans cette année-là, pardon, Hindenburg a utilisé pas moins de 60 fois le fameux article 48 pour passer au-delà du Parlement. C'est ça, défendre la République parlementaire? C'est comme ça qu'il la défend, la République parlementaire? C'est lui le représentant de la République. Et von Papen. Donc en réalité, ils n'ont pas plus de cœur républicain que moi je suis Miss Monde. Les signataires de cet appel, ils ont simplement le 6 novembre, je vous signale quand même juste un détail, les signataires de cet appel du 6 novembre, il y a une lettre qui est arrivée donc au secrétaire d'État d'Hindenburg, ils sont 3, Springorum, Reusch et puis Vogler, qui dit nous on est d'accord pour appeler Hitler au pouvoir, hein, pour la lettre 8-19, mais on n'ose pas signer pour pas trop se compromettre. Hein. D'accord, on a leur courrier quand même, hein, voilà. Donc ce type d'attitude prouve, contrairement à ce que dit François Delphat, qu'ils ne furent pas des marionnettes naïves, mais pour Hitler, c'est tout ou rien, la chancellerie. Un général Schleicher succède à von Papen, il entreprend des négociations avec le gars qui est un peu plus à gauche dans le parti nazi, Gregor Strasser, pour des lois plus sociales. Strasser est appelé immédiatement par Hitler qui lui tire le chignon, et donc Strasser, il passe sous la table et il se barre en vacances en Italie. Bon, donc voilà, il ne reste plus qu'Hitler dorénavant pour commander. Le 4 janvier 1933, ça y est, on s'approche de la prise de pouvoir, il y a une rencontre qui va se faire chez le banquier dont je parlais tout à l'heure, Kurt von Schröder, entre Papen et Hitler.
Vous vous rappelez qu'il disait, donc, les patrons, oui, pour Hindenburg et von Papen, etc. Ben, finalement, von Papen, il ne sera pas chancelier, hop, il sera sous-fifre, et c'est Hitler qui deviendra chancelier. Et ils se mettent d'accord pour la formation d'un cabinet Hitler. Alors je vous fais grâce, évidemment, de toutes les négociations, les palabres. Qu'est-ce que... Si vous vous rendez compte, si les gens avaient su, à l'époque, ou si nous avions su nous-mêmes, toutes les palabres, les conciliabules menées dans les chambres feutrées, dans les bureaux secrets du palais présidentiel, des bureaux des chefs d'entreprise, entre Hitler et puis ses chefs d'entreprise, ce banquier Kurt von Schröder, ou d'autres plus actuels. Si on savait tout ça, nous aussi, peut-être que certains n'auraient pas voté à ce moment-là pour d'aucun personnage politique dont on hérite. Voilà. Et donc le 28 janvier, le chancelier Schleicher, il démissionne. Et le 30 janvier 1933 à midi, le vieux président Hindenburg nomme Hitler, 43 ans, chancelier et, du Reich. Et donc vous voyez bien qu'il n'a pas été élu, puisqu'il avait 33% des voix. Il n'a pas pris le pouvoir, il lui a été offert. C'est un véritable transfert du pouvoir, offert sur un plateau d'argent. Le premier cabinet, je vous l'ai dit, il est constitué par les forces du front de Harzburg. Voilà. Donc, les nazis sont arrivés, ne sont pas arrivés par le jeu de la démocratie au pouvoir. Les campagnes se sont d'ailleurs tenues dans un cadre de violence. Le jour où il arrive au pouvoir, Hitler déclare « Donnez-moi 4 ans et vous ne reconnaîtrez plus l'Allemagne. » À la fin du mois, déjà, c'était méconnaissable, parce que le 1er février, il fait une consultation gouvernementale, évidemment avec le Zentrum catholique, et il obtient la dissolution du Reichstag. Les élections sont fixées au 5 mars. Il a donc comme ça 5 semaines pour gouverner sans contrôle parlementaire. Et afin d'obtenir les 2/3 des voix pour modifier la Constitution, parce que s'il n'a pas les 2/3 des voix, il ne peut pas modifier la Constitution. Pour obtenir ces 2/3 des voix manquants, ils ne vont pas hésiter, les nazis, à éliminer dans l'intervalle les communistes qui pourraient leur faire obstacle. Le 4 février 1933, Hindenburg prend déjà une ordonnance qui supprime la liberté de rassemblement et de presse pour le Parti communiste d'Allemagne. Et d'autres organisations proches, les sections d'assaut terroristes. Quand on voit les photos des élections du 5 mars 1933, on voit les SA devant la porte des endroits où les gens vont voter. Hein. Et en quelques jours, il va y avoir 51 assassinats. Le 20 février 1933, alors là, pour ceux qui n'ont pas lu l'ordre du jour, prix Goncourt de l'année dernière, d'Éric Vuillard, il faut absolument que vous ayez lu ce tout petit livre qui, ça m'a scotché, a eu donc le prix Goncourt l'année dernière, et qui raconte effectivement ce 20 février 1933 où Hitler, Göring, accueille comme ça les patrons d'industrie. Je vous lis juste la dernière phrase. Tout le clergé de la grande industrie est là. Ils se tiennent impassibles. 24 machines à calculer aux portes de l'enfer. 3 millions de marques sont rassemblées ce jour-là. Ça, c'est pas moi, hein, c'est M. Vuillard, c'est lui qui a eu le prix Goncourt, pas moi. Le 27 février, tout le monde sait que le Reichstag est incendié, crime immédiatement imputé aux communistes. Dès le lendemain, article 48, restriction des libertés civiles. Les communistes, il y en a tout un tas qui sont arrêtés, dont plusieurs de leurs chefs. Et le 5 mars, les élections donc, ont lieu dans un climat de terreur. Malgré cela, les nazis n'obtiennent que 43,9% des voix. Et le KPD, qui était harcelé, vraiment battu, torturé, etc., mais qu'on a laissé se présenter aux élections, obtient 12,3% des voix, ce qui est déjà une prouesse, qui sont pourchassés, emprisonnés, d'accord. Malgré cela, même avec ses alliés, les nazis n'ont pas les fameux 2/3 des voix pour changer la Constitution. Dernier coup de rouerie. Le matin de la réunion du Reichstag, ils font arrêter les députés communistes qui arrivent. Le
quorum est transformé. Les nazis ont donc les 2/3 des voix de ceux qui restent, et ils vont donc pouvoir transformer pour eux la Constitution. Voilà. Je voudrais juste vous lire une petite phrase d'un socio-psychanalyste qui s'appelle Gérard Mendel et qui dit, écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, c'est le propre d'une dictature moderne, une fois mise en place, qu'elle ne puisse être renversée de l'intérieur si elle se donne les moyens policiers de son maintien. Je conclurai, ouf, en disant, l'ascension d'Hitler vers le pouvoir ne fut pas irrésistible, comme on le prétend trop souvent. Il ne parvint jamais à entraîner à sa suite la majorité de l'électorat allemand, contrairement à ce qu'on le dit trop souvent. Son arrivée au pouvoir n'est pas le fruit d'une élection et d'un processus démocratique. Sans le soutien du big business allemand, Hitler n'aurait jamais accédé au pouvoir. Les hommes riches et puissants d'Allemagne lui ont présenté ce pouvoir sur un plateau d'argent. Et d'ailleurs, il suffit de regarder avant 1933, après 1933, ce qu'ils ont appelé la révolution nazie. Il n'y a aucune révolution sociale, mis à part l'élimination de l'élite juive, évidemment. Et je voudrais quand même vous lire la phrase d'Alfred Krupp à Nuremberg. Mais nous pensions qu'Adolf Hitler, le gars il dit ça après la guerre, hein, tâchez de vous en souvenir, nous garantirait un développement sain, et il l'a fait. La Deuxième Guerre mondiale, c'est un développement sain. Nous, les Krupp, mais nous ne nous sommes jamais intéressés à la politique. C'est sûrement pour ça qu'il était parrain des SS. Nous voulions seulement un système qui fonctionne bien et nous permette de travailler sans entrave. La politique ne fait pas partie de nos affaires. Alors effectivement, la politique, non, mais en tout cas, celle d'Hitler leur a parfaitement réussi. Ils ont employé plus de 100 000 personnes, dont la plupart étaient des prisonniers de guerre. Alfred Krupp, comme Kurt von Schröder, comme Fritz Wilhelm, comme, enfin, bon, bref, j'en passe, et les meilleurs, etc., ont été condamnés par le tribunal de Nuremberg. Krupp a donc été condamné, pas Gustave, il était mort, Pépé, hein, c'est Alfred. Il a été condamné à 12 ans de prison et confiscation des biens en 1948. Et comme tous ses copains, puisque c'est la guerre froide, il est libéré en 1951 et on lui rend tous ses biens. D'accord? Voilà. Et je conclurai, puisque j'ai commencé par Bertolt Brecht, par une phrase de Bertolt Brecht: agissez au lieu de bavarder, car le ventre est encore fécond, d'où a jailli la bête immonde. Merci à vous, bonne soirée.